Les roues du fauteuil roulant d'Emma laissaient des traces dans la terre meuble tandis que son mari, Daniel, la poussait plus profondément dans la forêt. Les ombres du soir s'allongeaient et le malaise d'Emma grandissait à chaque mètre parcouru. « Où allons-nous exactement, Daniel ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme. Sa réponse tomba, froide et détachée. « Quelque part où tu ne seras plus un fardeau. » À l'abri des arbres, des yeux invisibles les observaient. Ce qui allait se passer allait tout changer. Emma Richardson avait autrefois incarné la réussite. À 32 ans, elle dirigeait sa propre agence de design d'intérieur à Boston, avait épousé Daniel, son amour d'université, et vivait dans une magnifique maison victorienne rénovée en banlieue. Leur vie parfaite, digne d'Instagram, faisait l'envie de leurs amis et de leur famille. Leur histoire d'amour avait commencé 12 ans plus tôt à l'université Northeastern, où Emma étudiait le design et Daniel, le commerce. Ils s'étaient rencontrés au café du campus quand Emma avait renversé son café au lait sur le manuel d'économie de Daniel. Ce qui avait débuté par des excuses embarrassées s'était transformé en une conversation de 4 heures, et à la fin de la semaine, ils étaient inséparables. Mais il y avait une autre personne importante dans la vie universitaire d'Emma, Adrien Foster, son ancien petit ami. Adrien était l'opposé de Daniel, intense, intègre, doté d'une force tranquille héritée d'une enfance difficile. Il étudiait grâce à une bourse militaire et prévoyait de rejoindre les forces spéciales après son diplôme. Adrien et Emma avaient eu un lien profond, mais leurs aspirations divergeaient. Il était engagé dans une carrière militaire, avec des déploiements potentiels dans des zones dangereuses. Emma voulait la stabilité, bâtir son entreprise de design en un seul lieu. Rompre avec lui avait été l'une des choses les plus difficiles qu'Emma ait jamais eu à faire. Jusqu'à l'accident. L'accident en question était survenu 3 ans après son mariage avec Daniel. Elle rentrait d'un rendez-vous client sous un orage lorsqu'une autre voiture avait fait une embardée sur sa voie. La collision l'avait laissée avec une section de la moelle épinière et une paralysie permanente à partir de la taille. Les factures médicales s'étaient rapidement accumulées, même avec l'assurance. L'entreprise de design d'Emma avait souffert pendant qu'elle passait des mois en rééducation, apprenant à naviguer dans la vie en fauteuil roulant. Au début, Daniel joua le rôle du mari dévoué, racontant à tout le monde combien sa femme était courageuse, comment ils allaient surmonter cela ensemble. Mais en privé, la réalité était tout autre. Les soupirs d'exaspération quand il devait l'aider à passer du fauteuil au lit, les plaintes concernant l'impact de ses frais médicaux sur leur train de vie, les remarques sur leur maison inadaptée à la situation. 6 mois après l'accident, Daniel convainquit Emma de lui céder temporairement le contrôle de son entreprise pendant qu'elle se concentrait sur sa convalescence. Peu après, il engagea une jeune assistante nommée Vanessa Miller. Belle, valide et de plus en plus présente chez eux. Emma n'était pas dupe. Elle voyait bien leurs regards, sentait qu'elle devenait un poids dans son propre mariage. Mais elle était encore en convalescence, s'adaptant encore à la vie en fauteuil roulant. Alors que Daniel prenait de plus en plus le contrôle des affaires et des finances d'Emma, il se retirait parallèlement de leur mariage. Fini les soirées en amoureux, l'intimité avait disparu. Il commençait à rester tard au bureau. Les amis d'Emma, dont beaucoup trouvaient son handicap difficile à gérer, cessèrent progressivement de lui rendre visite. Son monde se rétrécit aux murs de leur maison, qui ressemblait de moins en moins à un foyer chaque jour qui passait. Malgré tout cela, Emma ne soupçonna jamais jusqu'où Daniel irait pour l'éliminer de sa vie. Elle croyait que, malgré tout, un reste d'amour persistait, une croyance qui serait brisée par une fraîche soirée d'automne, 14 mois après son accident. La journée avait commencé comme toutes les autres. Daniel était parti tôt au travail. Emma s'était déplacée en fauteuil dans leur maison de plus en plus solitaire, essayant de se concentrer sur un petit projet de design en freelance qu'elle avait réussi à obtenir à l'insu de Daniel. Un SMS de Daniel en fin d'après-midi la surprit. « Je t'emmène dans un endroit spécial ce soir. Sois prête à 19 h. Habille-toi chaudement. » Après des mois de négligence émotionnelle, ce geste inattendu ranima une lueur d'espoir dans le cœur d'Emma. Peut-être acceptait-il enfin leur nouvelle réalité ? Peut-être voulait-il renouer le contact ? Quand Daniel rentra à la maison, il semblait étrangement énergique, aidant Emma à enfiler un pull chaud et une veste avec une efficacité qui paraissait plus clinique qu'attentionnée. Alors qu'il chargeait son fauteuil roulant dans leur SUV, Emma remarqua une valise à l'arrière. « On part pour la nuit »,
demanda-t-elle. Sois patiente, répondit Daniel avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. C'est une surprise. Alors qu'il quittait la ville pour des zones plus rurales, l'excitation initiale d'Emma laissa place à la confusion, puis à l'inquiétude. Lorsque Daniel s'engagea sur une étroite route forestière, une sonnette d'alarme retentit dans son esprit. « Daniel, où allons-nous ? Il n'y a rien par ici. » Ses jointures blanchirent sur le volant. « Tu ne peux pas me faire confiance pour une fois, sans toutes ces questions. » La dureté de sa voix la réduisit au silence, et ils continuèrent à rouler dans un silence tendu, s'enfonçant plus profondément dans les bois du Massachusetts à mesure que l'obscurité tombait. Ce qu'Emma ne pouvait pas savoir, c'est qu'ils étaient suivis. Un pick-up noir maintenait une distance discrète derrière eux, le visage de son conducteur caché dans l'ombre, ses yeux ne perdant jamais de vue le SUV de Daniel. Ce mystérieux suiveur était Adrien Foster, l'ancien petit ami d'Emma de l'université, maintenant un vétéran décoré, récemment revenu à la vie civile après 3 missions. Adrien avait tenté de renouer avec d'anciens amis, y compris Emma, pour découvrir via les commentaires sur les réseaux sociaux son accident et l'étrange absence de photos récentes ou de nouvelles de sa vie. Inquiet, il avait décidé de passer devant chez elle ce soir-là, juste pour la voir être aidée à monter dans le SUV de Daniel, l'air confus et vulnérable. Quelque chose dans l'attitude de Daniel, sa manière fuyante de charger le fauteuil roulant, avait alerté l'instinct affûté d'Adrien. Sans plan précis, il avait décidé de les suivre, maintenant une distance prudente sur les routes de plus en plus isolées. Dans le SUV, le cœur d'Emma s'emballa lorsque Daniel s'arrêta finalement dans une petite clairière. Les phares n'éclairaient que des arbres s'étendant dans toutes les directions. « Daniel, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Il coupa le moteur et resta assis en silence un long moment avant de répondre. « Tu sais, Emma, j'ai essayé. Vraiment. Mais ce n'est pas la vie pour laquelle j'avais signé. » Une peur glaciale la submergea alors qu'il continuait. « L'entreprise bat de l'aile à cause de tes frais médicaux. Nous sommes noyés sous les dettes. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura Emma, bien que intérieurement, elle sut déjà. Daniel sortit de la voiture, fit le tour jusqu'à sa portière et l'ouvrit. L'air nocturne était froid contre son visage alors qu'il sortait brutalement son fauteuil roulant de l'arrière et le dépliait. « Je te dis adieu, Emma. » Avec une efficacité clinique, il la transféra de la voiture au fauteuil roulant, posant son sac à main sur ses genoux. Les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle réalisait toute l'horreur de ce qui se passait. « Tu ne peux pas me laisser ici. Je vais mourir ici, toute seule. » Le visage de Daniel se durcit. « Tu as ton téléphone. Peut-être que quelqu'un te trouvera. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. » Il se pencha dans la voiture et en sortit un petit sac de sport, le laissant tomber à côté de son fauteuil roulant. « Il y a de l'eau, une couverture et une lampe de poche. C'est plus que ce que tu mérites après ce que tu m'as fait subir. » La voix d'Emma se brisa tandis que les larmes coulaient sur son visage. « Daniel, s'il te plaît. On peut arranger ça. Quel que soit le problème, on peut le régler. » Un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Daniel. Peut-être du regret, peut-être du doute. Mais son téléphone vibra, un SMS. Il jeta un œil à l'écran et son expression se durcit à nouveau. « Vanessa Mattent. Nous allons refaire notre vie, Emma. Sans toi. » Alors que la pleine réalité de sa situation s'abattait sur elle, les supplications d'Emma se transformèrent en cris. Mais ils tombèrent dans des oreilles sourdes tandis que Daniel remontait dans le SUV, reculait et s'éloignait, la laissant seule dans la clairière. La lueur rouge de ses feux arrière disparaissait à travers les arbres. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Depuis sa position cachée, Adrien assista, abasourdi, à la scène. Des années d'entraînement militaire l'avaient préparé à beaucoup de choses. Mais rien n'aurait pu le préparer à voir la femme qu'il avait autrefois aimée être abandonnée dans une forêt isolée à cause de son handicap. Alors que le SUV de Daniel disparaissait sur la route, Adrien resta figé, assimilant ce qu'il venait de voir. Puis, entendant les sanglots déchirants d'Emma résonner à travers les arbres, il prit sa décision. Il ne la laisserait pas mourir ici. Pas ce soir. Jamais. Emma Richardson était assise seule dans son fauteuil roulant. La forêt autour d'elle était d'un noir d'encre au-delà du faible cercle de lumière de la lampe de poche de son téléphone.
Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait d'appeler les secours, mais l'écran affichait « aucun service », comme pour se moquer d'elle. « Ça ne peut pas arriver », se murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. « Il ne me laisserait pas vraiment mourir ici. » Mais la forêt vide ne lui offrit aucune réponse, et la cruelle vérité s'installa dans son cœur. Son mari l'avait bel et bien abandonnée, choisissant de commencer une nouvelle vie avec son assistante plutôt que d'honorer ses vœux de rester aux côtés d'Emma dans la maladie comme dans la santé. Le désespoir la poussa à essayer de se déplacer en fauteuil vers l'endroit où elle pensait que la route pourrait se trouver. Mais le sol de la forêt était inégal, couvert de feuilles mortes et de branches. Le fauteuil roulant se prit dans une racine, la faisant presque basculer. Emma laissa échapper un cri de frustration qui résonna à travers les arbres. « Y a-t-il quelqu'un » appela-t-elle, sachant combien il était improbable que quelqu'un l'entende. « S'il vous plaît, aidez-moi. » La forêt semblait avaler ces mots, ne renvoyant que le ululement lointain d'un hibou et le bruissement des feuilles dans la brise. Le temps s'étirait tandis que sa panique grandissait. La température baissait, et dans son départ précipité, Daniel ne lui avait pas donné la chance de prendre ses médicaments. Au matin, la douleur serait insupportable. Juste au moment où le désespoir menaçait de la submerger, Emma entendit une brindille craquer quelque part dans l'obscurité, au-delà de la portée de sa lumière. Elle releva brusquement la tête. « Allô ? Y a-t-il quelqu'un » Zelenx. Puis le bruit indubitable de pas s'approchant lentement à travers les broussailles. Le Kua d'Emma Zembala. Était-ce Daniel, revenu sur sa décision ? Ou était-ce autre chose ? Quelqu'un, ou quelque chose, qui représentait un danger encore plus grand. Qui est là ? Sa voix tremblait alors qu'elle dirigeait la lampe de poche de son téléphone vers le son. Le faisceau attrapa une grande silhouette émergeant d'entre les arbres, un homme large d'épaules et solide, son visage partiellement ombragé par la capuche de sa veste. Le souffle d'Emma se coupa dans sa gorge tandis que la peur et le soulagement se livraient bataille en elle. La silhouette s'approcha, et alors qu'il entrait pleinement dans la lumière, la capuche tomba en arrière, révélant un visage qui provoqua une onde de choc de reconnaissance à travers le corps d'Emma. « Adrien » halta-t-elle, peinant à en croire ses yeux. Adrien Foster se tenait devant elle, plus âgé que la dernière fois qu'elle l'avait vu, son visage plus buriné, ses yeux portant un poids qu'il n'avait pas auparavant. Mais c'était indubitablement lui. Son petit ami de l'université, l'homme avec qui elle avait autrefois pensé passer sa vie, avant que leurs chemins ne divergent. Emma. Sa voix était plus profonde qu'elle ne s'en souvenait, stable et calme malgré les circonstances bizarres. Un instant, elle ne put parler, la pure improbabilité de sa présence la rendant muette. Puis la réalité revint en force, et les vannes cédèrent. Les larmes coulaient sur son visage tandis que les mots se bousculaient. « Daniel, il m'a laissé ici. Il ne reviendra pas. Il est avec quelqu'un d'autre maintenant. Il voulait que je meure ici. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. Adrien s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, son expression grave mais contrôlée. De près, Emma pouvait voir les changements en lui. Une fine cicatrice le long de sa mâchoire qui n'était pas là avant, des yeux qui avaient vu des choses qu'elle ne pouvait imaginer. « Je sais, » dit-il doucement. « J'ai vu ce qui s'est passé. » Les larmes d'Emma s'arrêtèrent, confuses. « Tu as vu ? Comment ?» La mâchoire d'Adrien se contracta. « Je suivais votre voiture. J'ai eu un mauvais pressentiment en le voyant installé dans le SUV tout à l'heure. » Il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin. « Je suis de retour à Boston depuis quelques semaines. Je voulais te retrouver, voir comment tu allais. Puis j'ai entendu parler de ton accident, et de ton isolement. Quelque chose ne collait pas. Tu surveillais notre maison. » Dans d'autres circonstances, cela aurait pu paraître alarmant, mais à cet instant, Emma ne pouvait ressentir que de la gratitude que quelqu'un se soit suffisamment soucié d'elle pour vérifier. « Je suis juste passée aujourd'hui. » Appelle-ça l'instinct de soldat, mais la façon dont il agissait. Je ne pouvais pas simplement repartir. Adrien se leva et inspecta la forêt sombre autour d'eux. « Il faut qu'on t'emmène au chaud. Mon camion est garé à environ 800 mètres d'ici. » Emma désigna impuissante son fauteuil roulant et le sol inégal de la forêt. « Je ne peux pas vraiment sortir d'ici en randonnée. » Adrien hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Je sais. Je vais te porter. »
Avant qu'Emma ne puisse protester, Adrien s'était placé derrière son fauteuil roulant et déposait soigneusement une épaisse couverture de son sac à dos sur ses épaules. « Je suis trop lourde, » objecta Emma, la gêne colorant sa voix. « Et mon fauteuil ? » ?»« Le fauteuil devra rester pour l'instant. Je reviendrai le chercher une fois que tu seras en sécurité. » Avec une efficacité douce, Adrien glissa un bras sous ses genoux et l'autre derrière son dos. « Et tu n'es pas trop lourde. J'ai porté des hommes blessés faisant 2 fois ton poids sur des terrains bien pires que celui-ci. » Alors qu'il la soulevait du fauteuil roulant, Emma fut frappée par la nature surréaliste de la situation. Son mari l'avait abandonnée à la mort, et maintenant son petit ami de l'université, qu'elle n'avait pas vu depuis près d'une décennie, la portait en sécurité à travers une forêt sombre. « Comment aimes-tu trouver ? Comment savais-tu où Daniel m'emmenait ?» demanda-t-elle tandis qu'Adrien naviguait prudemment à travers les arbres, ses mouvements stables malgré le poids supplémentaire. « J'ai gardé une distance de sécurité derrière votre SUV. Quand il a tourné sur la route forestière, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je me suis garée et j'ai suivi à pied une fois que vous étiez assez loin. » Il marqua une pause, ajustant légèrement sa prise. « J'étais sur le point d'intervenir quand il t'a laissé, mais je voulais m'assurer qu'il partait vraiment d'abord. » L'esprit d'Emma fourmillait de questions. « Pourquoi es-tu même dans le Massachusetts ? La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu étais déployé à l'étranger. » L'expression d'Adrien se crispa presque imperceptiblement. « 3 missions. J'ai quitté l'armée il y a 6 mois. Je suis revenu aux États-Unis, j'ai fait un peu de sécurité privée pendant un temps, puis j'ai décidé de revenir à Boston, régler quelques affaires en suspens. » Quelque chose dans son ton fit se demander à Emma quel genre d'affaires en suspens pouvait le ramener après toutes ces années. Mais elle était trop épuisée, trop submergée par les événements de la nuit pour insister davantage. Ils continuèrent en silence pendant un moment, les seuls sons étant leur respiration et les pas prudents d'Adrien sur le sol de la forêt. Finalement, ils émergèrent sur un chemin de terre étroit où un pick-up noir était garé, sa silhouette à peine visible dans l'obscurité. « On y est presque, » dit Adrien, son souffle légèrement court maintenant à cause de l'effort. Il réussit à ouvrir la portière passager d'une main et déposa doucement Emma sur le siège, s'assurant que la couverture était toujours bien autour d'elle. « Merci, » murmura Emma, l'impact total de ce qui aurait pu arriver sans son intervention commençant à la frapper. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là. » L'expression d'Adrien était indéchiffrable alors qu'il fermait sa portière et contournait le véhicule pour se rendre du côté conducteur. « Mettons-toi en sécurité, ensuite on verra quoi faire. » Alors que le moteur du camion vrombissait et que les phares illuminaient l'étroite route forestière, Emma se demanda ce que pouvait bien être la suite. Son mari venait d'essayer de la tuer par abandon. Elle n'avait ni fauteuil roulant, ni médicaments, et se trouvait maintenant en compagnie d'un ex-petit ami qui avait apparemment surveillé sa maison et suivi sa voiture. Dans toute autre circonstance, elle aurait pu être terrifiée. Mais en jetant un coup d'œil au profil stoïque d'Adrien, illuminé par intermittence par les lumières du tableau de bord, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois, la sécurité. Le camion rebondissait sur la route accidentée, s'enfonçant plus profondément dans la forêt plutôt que de retourner vers la ville. « Où allons-nous ? » demanda Emma, réalisant soudain qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où Adrien l'emmenait. « J'ai une cabane à environ 20 minutes d'ici, » répondit-il, les yeux fixés sur la route difficile. « C'est isolé, mais il y a tout ce dont nous avons besoin, chauffage, eau courante, trousse de premier secours. »« Tu as une cabane dans ces bois ?» Emma ne put cacher sa surprise. Adrien hocha la tête. « Je l'ai acheté en revenant de ma dernière mission. J'avais besoin d'un endroit calme, loin des gens. Une pause. Un endroit pour guérir. » Le mot flotta entre eux, chargé de signification tacite. Emma étudia son profil plus attentivement, notant la tension dans sa mâchoire, le contrôle prudent dans ses mouvements qui suggérait qu'il était un homme habitué à contenir quelque chose de puissant en lui. « Adrien, que t'est-il arrivé après notre rupture ?» Pendant un long moment, il resta silencieux, et Emma pensa qu'il pourrait ne pas répondre. Puis il parla, sa voix mesurée. « J'ai fait ce que j'avais prévu de faire. J'ai rejoint les forces spéciales. J'ai combattu dans des endroits dont je n'ai toujours pas le droit de parler. J'ai fait des choses que j'aimerais pouvoir oublier. » Il prit une profonde inspiration. Puis,
Il y a environ 1 an, une opération a mal tourné. J'ai perdu de bons hommes. J'ai été gravement blessé moi-même. Il toucha brièvement son flanc, un geste si rapide qu'Emma le manqua presque. Ils m'ont rafistolé, m'ont donné quelques médailles, puis ont décidé que j'en avais assez fait. Demobilisation honorable. Renvoyé chez moi pour comprendre ce qui se passait ensuite. Ses mains se crispèrent sur le volant. Il s'avère que c'est plus difficile que ça en a l'air. Emma absorba cette information, entendant à la fois ce qu'il disait et ce qui restait non dit. Le garçon qu'elle avait connu à l'université, idéaliste et déterminé, était devenu un homme façonné par le combat et la perte. Pourtant, il était là, intervenant toujours pour aider quelqu'un dans le besoin, se mettant toujours en danger pour les autres. « Je suis désolée, dit-elle doucement, ne sachant pas si elle s'excusait d'avoir posé la question ou pour les épreuves qu'il avait endurées. L'expression d'Adrien s'adoucit légèrement. Ne le sois pas. Nous faisons tous nos choix. Il la regarda brevemente. Comme Daniel a fait le sien ce soir. La mention du nom de son mari ramena la réalité en force. Les mains d'Emma se mirent à trembler alors que l'énormité de ce qui s'était passé menaçait de la submerger. « Il a essayé de me tuer », murmura-t-elle, les mots sonnant irréels même en les prononçant. « Mon mari m'a emmenée au milieu de nulle part et m'a laissée pour morte parce que je suis handicapée, parce que je suis devenue gênante. » La voix d'Adrien était douce mais ferme. « Oui, il l'a fait. Et il doit en être tenu responsable. »« Comment ?» demanda Emma, le désespoir colorant sa voix. « C'est ma parole contre la sienne. Il dira que j'ai demandé à faire un tour en voiture, que nous nous sommes disputés et que je lui ai dit de me laisser seule un moment. Qu'il est revenu et que j'étais partie. » Elle rit amèrement. Qui croirait qu'un homme d'affaires prospère abandonnerait sa femme handicapée dans les bois? « Moi, dit simplement Adrien. J'ai vu ce qui s'est passé. Et j'imagine qu'il y a plus à l'histoire, des choses qui se sont passées avant ce soir et qui montrent une tendance. » Emma se tut, pensant aux mois de violence psychologique, à l'isolement, à la prise de contrôle progressive de ses finances et de son entreprise. « Il y en a, » admit-elle. « Mais je ne suis pas sûre que ce soit suffisant. » Adrien engagea le camion sur un chemin encore plus étroit, à peine visible parmi les arbres. « Concentrons-nous sur ta mise en sécurité et ton confort pour ce soir. Demain, nous commencerons à voir comment lui faire payer ce qu'il a fait. » Le mot « payer » resta en suspens dans l'air, porteur d'une tension qui fit qu'Emma regarda vivement Adrien. Il y avait quelque chose dans son ton, une colère contenue, une précision dans ses mots qui lui rappela que cet homme avait été entraîné pour éliminer les menaces. « Adrien, dit-elle prudemment, quoi que nous fassions, ça doit être légal. Je ne veux pas d'une vengeance qui nous mettrait en prison, ni l'un ni l'autre. » Le camion ralentit alors qu'ils approchaient d'une petite clairière. Dans les phares, Emma put distinguer une cabane rustique en bois sombre avec une cheminée en pierre. Elle paraissait solide et bien entretenue, bien que délibérément isolée du monde. Adrien mit le camion au point mort et se tourna pour lui faire face pleinement pour la première fois depuis qu'il l'avait sauvée. « Je te le promets, Emma. Daniel affrontera la justice pour ce qu'il a fait. La justice légale. » Ses yeux, cependant, contenaient une détermination qui suggérait qu'il avait des idées très précises sur ce que cette justice pourrait impliquer. Alors qu'Adrien la portait dans la cabane et l'installait sur un canapé confortable près d'un poêle à bois, Emma fut frappée par l'étrange tournure qu'avait prise sa vie en quelques heures seulement. Ce matin-là, elle était une version piégée et diminuée d'elle-même, endurant un mariage sans amour. Maintenant, elle était dans une cabane forestière avec un homme de son passé, un homme qui l'avait vue au plus vulnérable et était intervenu sans hésitation, un homme dont elle commençait à soupçonner qu'il ne l'avait jamais complètement laissé partir. L'intérieur de la cabane était étonnamment confortable, propre, bien organisé, avec une esthétique fonctionnelle bien que dépouillée. La précision militaire était évidente dans la façon dont chaque chose avait sa place. Adrien alluma efficacement un feu dans le poêle à bois, la chaleur se répandant rapidement dans la pièce principale. « As-tu faim ?» demanda-t-il en se dirigeant vers une petite kitchenette. « Je n'ai pas grand-chose, mais je peux faire de la soupe, des sandwichs. » Emma hocha la tête, soudain consciente du creux dans son estomac. « Ce qui sera le plus simple. » Pendant qu'Adrien s'affairait dans la cuisine, Emma en profita pour le regarder vraiment. Il était plus large qu'elle ne s'en souvenait,
plus solide, ses mouvements économes et déterminés. Le garçon avec qui elle sortait à l'université avait été remplacé par un homme qui se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait affronté un vrai danger et survécu. Alors, dit-elle, essayant de digérer la tournure bizarre que sa vie avait prise, tu as acheté une cabane dans la même forêt où mon mari a décidé de m'abandonner. C'est une sacrée coïncidence. Adrien jeta un coup d'œil par-dessus son épaule tout en remuant quelque chose sur le petit réchaud. C'en est une, en effet. Bien que cette forêt s'étende sur des centaines d'hectares, donc la probabilité qu'il choisisse un endroit près de ma cabane était plutôt mince. Il marqua une pause. J'ai choisi cette région parce qu'elle est calme, privée. Bien pour quelqu'un qui a besoin de se réadapter à la vie civile. Et tu es passé par hasard devant chez moi aujourd'hui, après toutes ces années ? Adrien resta silencieux un moment, semblant peser soigneusement ses mots. Je suis de retour à Boston depuis 2 mois. J'ai fait du conseil. J'essayais de voir quelle serait ma prochaine étape. Il se tourna vers elle. Il y a environ 3 semaines, je t'ai cherché en ligne. J'ai découvert ton accident, vu que tu étais mariée. J'allais te contacter, peut-être prendre un café, rattraper le temps perdu. Mais, le pressa Emma, sentant qu'il y avait plus. Mais quand j'ai vérifié tes réseaux sociaux, quelque chose clochait. Aucune publication récente de ta part. Juste Daniel qui postait de temps en temps pour dire quelle battante tu étais. Son expression s'assombrit. J'ai vu comment les gens peuvent utiliser les réseaux sociaux pour créer un récit qui cache ce qui se passe vraiment. Et connaissant ton caractère à l'université indépendante, vibrante, ça ne collait pas que tu disparaisses simplement en ligne. Il retourna au réchaud, versant de la soupe dans des bols. Alors oui, je suis passé devant chez toi plusieurs fois. J'ai vu Daniel aller et venir. Je ne t'ai jamais vu dehors. Aujourd'hui, c'était la première fois que je te voyais, et quelque chose dans la façon dont il te traitait. Il secoua la tête. L'entraînement militaire vous rend sensible à certaines choses. Language corporel, signes de coercition. Je fais confiance à mon instinct. Et ton instinct t'a dit de nous suivre dans la forêt ? Adrien posa un bol de soupe sur la table basse devant elle, avec une cuillère et quelques crackers. Mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas. Suivre était un jugement de situation. Il la regarda droit dans les yeux. Un jugement que je suis content d'avoir fait. Emma ne pouvait pas le contredire. Elle prit le bol de soupe, respirant l'odeur chaude et réconfortante. Merci de nous avoir suivis. D'être là. Adrien s'assit dans un fauteuil en face d'elle, son propre bol à la main. Tu n'as pas besoin de me remercier pour un minimum de décence humaine, Emma. Ils mangèrent en silence amical pendant quelques minutes, le crépitement du feu et le cliquetis occasionnel des cuillères étant les seuls sons. L'esprit d'Emma tournait à plein régime, essayant de tout assimiler ce qui s'était passé et ce qui pourrait suivre. Daniel va signaler ma disparition, dit-elle enfin. Dès qu'il réalisera que quelqu'un a pu le voir dans la forêt, il inventera une histoire comme quoi je me suis volatilisée. Adrien hocha la tête, pensif. Probablement. Ce qui signifie que nous devons être stratégiques pour les prochaines étapes. Il faut que j'aille à la police, dit Emma. Leur dire ce qui s'est passé. Nous le ferons, acquiesça Adrien. Mais d'abord, nous devons rassembler des preuves. Ta parole contre la sienne pourrait ne pas suffire, surtout s'il est déjà en train de créer un faux récit. Emma ressentit une bouffée de frustration. Quel genre de preuves pouvons-nous bien obtenir ? Ça s'est passé au milieu de nulle part, dans le noir. Adrien posa son bol vide et se pencha en avant. Tu serais surprise de ce qui peut être utilisé comme preuve. Des SMS, des relevés financiers montrant son contrôle sur tes comptes, des témoins qui auraient pu voir son comportement changer après ton accident. Il marqua une pause. Et mon témoignage sur ce que j'ai vu ce soir. Est-ce que ce sera suffisant ? Peut-être. Peut-être pas. Mais avant d'aller à la police, nous devrions essayer de rassembler autant que possible. L'expression d'Adrien était pensive. As-tu accès à tes comptes bancaires, tes emails, tes relevés financiers ? Emma secoua la tête. Daniel a changé tous mes mots de passe après l'accident. Il a dit que c'était pour me protéger pendant ma convalescence. Elle rit amèrement. Je réalise maintenant qu'il m'isolait, prenant le contrôle petit à petit. C'est de l'abus financier. Et c'est en fait utile pour monter un dossier, dit Adrien.
Te souviens-tu d'anciens mots de passe, ou as-tu des comptes qu'il pourrait ne pas connaître? Emma reflected attentivement. J'ai un ancien compte email de l'université qui, je crois, fonctionne toujours. Et mes parents m'ont laissé de l'argent sur un compte séparé que Daniel pourrait ne pas connaître. Je n'y ai jamais touché parce que nous n'en avions pas besoin. Adrien hocha la tête avec approbation. C'est bien. Demain, nous pourrons commencer à examiner ça, voir quelle trace écrite Daniel a laissée. Il hésita. Emma, je doiste de mende. Veux-tu punir Daniel, ou veux-tu juste être libre de lui? La question l'a pris au dépourvu. Je ne sais pas. Les deux, je pense. Je veux qu'il subisse les conséquences de ce qu'il a fait. Mais surtout, je veux récupérer ma vie. Mon indépendance. Alors c'est sur ça que nous allons nous concentrer, dit fermement Adrien. Te libérer, en toute sécurité, avec les ressources dont tu as besoin pour te reconstruire. Emma fut frappée par sa clarté, sa concentration sur les étapes pratiques plutôt que de s'attarder sur l'horreur de ce qui s'était passé. C'était exactement ce dont elle avait besoin en ce moment, pas de pitié, mais un partenariat et la recherche d'une solution. Merci, dit-elle à nouveau, sentant les larmes menacées de monter. Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'aies trouvé. Que tu étais là quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. L'expression d'Adrien s'adoucit. Peut-être que ce n'était pas juste une coïncidence. Peut-être que c'était des affaires en suspens. L'expression qu'il avait utilisée plutôt flotta entre eux, chargée d'histoire et de sentiments tacites. Emma se souvint de leur rupture à l'université, douloureuse mais nécessaire. Ils y avaient cru tous les deux à l'époque. Elle avait voulu la stabilité, un avenir prévisible. Il avait été attiré par le danger, par le service d'une cause plus grande que lui. « Adrien, dit-elle prudemment, pourquoi es-tu vraiment venu me chercher après toutes ces années ?» Il resta silencieux un long moment, la lumière du feu jouant sur ses traits, soulignant les nouvelles rides autour de ses yeux, le léger grisonnement à ses tempes qui n'était pas là à l'université. « Quand tu es au combat, dit-il finalement, tu apprends à te concentrer sur la mission, à rester en vie. Tu n'as pas le temps de penser aux regrets ou aux « et si ». Il fixa le feu. Mais quand c'est calme, quand la mission est terminée, ses pensées reviennent. Et l'une d'elles, c'était toujours toi. Le cœur d'Emma s'accéléra. Moi? Adrien hocha lentement la tête. J'ai respecté notre décision de rompre. Nous voulions des choses différentes. Mais après tout ce que j'ai vu et fait, j'ai commencé à me demander ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais fait des choix différents. Ses yeux rencontrèrent les siens. Si nous avions fait des choix différents. Le poids de ces mots s'installa entre eux, un pont enjambant les années et les expériences qui les avaient façonnés tous les deux en des personnes différentes de ce qu'elles étaient autrefois. Je ne suis plus la même personne qu'à l'université, dit doucement Emma. Même avant l'accident. Et après, tout change quand ton corps te trahit. Je ne suis plus le même non plus, répondit Adrien. La guerre vous change. Voir la mort de près vous change. Il se pencha en avant. Mais certaines choses ne changent pas, Emma. Comme ce que je ressens quand je te regarde. Même maintenant. Même après tout. Emma ressentit un mélange complexe d'émotions, surprise, chaleur, confusion. Sa vie avait été bouleversée en quelques heures, et voilà qu'Adrien, un fantôme de son passé, prononçait des mots qui remuaient quelque chose qu'elle croyait enterré depuis longtemps. « Je ne peux pas penser à ça maintenant, » dit-elle honnêtement. « Tout est trop à vif, trop confus. » Adrien hocha immédiatement la tête. « Bien sûr. C'était un mauvais timing de ma part. » Il se leva, prenant leur bol vide. « Tu as besoin de repos, pas de complications. » Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, Emma attrapa doucement son poignet. « Je n'ai pas dit que c'était malvenu. Juste pas maintenant. Pas encore. » Leurs yeux se croisèrent un instant, une compréhension passant entre eux. Puis Adrien hocha la tête et continua vers la cuisine. « La chambre est par cette porte, » dit-il en désignant une porte donnant sur la pièce principale. « J'ai changé les draps ce matin, donc ils sont propres. Je prendrai le canapé. » Emma fronça les sourcils. « Adrien, c'est ta maison. Je ne peux pas prendre ton lit. »« Tu peux et tu le feras, » dit-il fermement. « Tu as vécu un enfer aujourd'hui. Tu as besoin d'un vrai repos. » Son ton s'adoucissant. « S'il te plaît, Emma.
Laisse-moi faire ça aussi pour toi. Trop épuisée pour discuter davantage, Emma hocha la tête. As-tu un t-shirt que je pourrais emprunter pour dormir? Adrien disparut dans la chambre et revint avec un t-shirt gris doux et un pantalon de jogging. Ce sera trop grand, mais c'est propre. Merci. Emma prit les vêtements, puis hésita. J'aurais besoin d'aide pour aller à la salle de bain, me changer. Un éclair de compréhension traversa le visage d'Adrien. Bien sûr. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Avec une dignité patiente, Adrien aida Emma à se rendre à la salle de bain, attendit dehors pendant qu'elle utilisait les toilettes, puis l'aida à se changer pour mettre les vêtements empruntés. Ses mouvements étaient cliniques, respectueux, concentrés sur son confort plutôt que sur son handicap. C'était un contraste frappant avec l'assistance de plus en plus impatiente de Daniel au cours de l'année écoulée. Une fois Emma installée dans le lit confortable, Adrien s'attarda sur le pas de la porte. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, de l'eau, des médicaments, de l'aide pour aller à la salle de bain, appelle-moi. J'ai le sommeil léger. Emma hocha la tête, sentant déjà le sommeil l'envahir. Adrian. Oui. Pourquoi as-tu une cabane accessible aux personnes à mobilité réduite? Elle avait remarqué les portes plus larges, les barres d'appui dans la salle de bain, des caractéristiques qui rendaient la cabane d'Adrien étonnamment navigable pour quelqu'un dans sa condition. Une ombre traversa son visage. Je t'ai dit que j'avais été blessé lors de ma dernière mission. Il marqua une pause. Les médecins n'étaient pas sûrs que je remarcherais. J'ai fait modifier la cabane pendant que j'étais encore en rééducation, me préparant à toutes les éventualités. Emma assimila cette nouvelle information. Mais tu as récupéré. J'ai eu de la chance, dit simplement Adrien. D'autres n'en ont pas eu. Il recula du seuil de la porte. Repose-toi, Emma. Demain, nous commencerons à voir comment récupérer ta vie. Alors que la porte se refermait doucement derrière lui, Emma resta allongée dans l'obscurité, son esprit rejouant les événements extraordinaires de la journée. Son mari l'avait abandonnée à la mort. Son petit ami de l'université l'avait sauvée. Et d'une manière ou d'une autre, improbable, elle se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Avec cet étrange réconfort l'entourant, Emma sombra dans un sommeil épuisé, ignorant que la bataille pour son avenir ne faisait que commencer. Emma se réveilla désorientée, la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux inconnus. Un instant, la panique la saisit. Où était-elle? Puis les événements de la nuit précédente revinrent en trombe. Daniel l'abandonnant dans la forêt, Adrien apparaissant comme un ange gardien de son passé, l'amenant à sa cabane. L'odeur du café flottait à travers la porte, ainsi que le bruit de mouvements discrets. Emma se redressa contre la tête de lit, grimaçant à la raideur de son corps. Sans son traitement médicamenteux habituel, la douleur chronique qui accompagnait sa paralysie se faisait sentir. « Adrien » appela-t-elle, sa voix rauque de sommeil. La porte s'ouvrit presque immédiatement. Adrien se tenait là, déjà habillé d'un jean et d'un haut à manches longues, une tasse de café à la main. « Bonjour », dit-il. « Comment te sens-tu ? » Comme si j'avais été abandonnée dans une forêt et que j'avais dormi dans des vêtements étranges, répondit Emma, réussissant un petit sourire malgré tout. Mais vivante. Ce qui est plus que ce que Daniel avait prévu. L'expression d'Adrien s'assombrit momentanément à la mention de Daniel, mais il reprit rapidement contenance. J'ai fait du café et j'ai trouvé des analgésiques dans l'armoire de la salle de bain. Pas sur ordonnance, mais ça pourrait t'aider. Merci, dit Emma, sincèrement touchée par sa prévenance. Je déteste demander, mais j'ai besoin d'aide pour aller à la salle de bain. Sans hésitation ni gêne, Adrien l'aida à se rendre à la salle de bain, puis sur le canapé de la pièce principale, où il avait déjà disposé des oreillers pour son confort. Le caractère domestique de la scène, café attendant sur la table, feu crépitant dans le poêle à bois, semblait étrangement intime compte tenu des circonstances. « Je suis retourné chercher ton fauteuil roulant pendant que tu dormais, » dit Adrien en lui tendant une tasse de café. « Il est sur le porche. Il a besoin d'être nettoyé, mais il est intact. » Emma ressentit une vague de gratitude. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Tu en as besoin, » répondit-il simplement. « Et j'ai pensé que tu voudrais peut-être ça aussi. » Il posa son sac à main à côté d'elle sur le canapé. «
Mon sac? Es-tu retourné là où? Adrien hocha la tête. Aux premières lueurs. Je voulais m'assurer que je n'avais rien manqué qui pourrait nous aider. Emma ouvrit son sac à main, les mains tremblantes. Tout y était, son téléphone, son portefeuille, les médicaments d'urgence qu'elle gardait pour les douleurs aiguës. Adrien. Merci. Je ne peux même pas. Tu n'as pas besoin de me remercier, la coupa-t-il doucement. N'importe qui aurait fait la même chose. Non, dit fermement Emma. Il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens auraient appelé les secours et continué leur route. Tu as suivi ton instinct. Tu m'as porté à travers une forêt sombre. Tu m'offres un abri. Elle le regarda droit dans les yeux. Tu m'as sauvé la vie. Adrien sembla mal à l'aise face à sa gratitude, se déplaçant légèrement là où il se tenait. Concentrons-nous sur la suite. As-tu vérifié ton téléphone? Des messages de Daniel? Emma attrapa son téléphone, se préparant mentalement. Il s'est éteint la nuit dernière dans la forêt. Laisse-moi le brancher. Adrien trouva un chargeur compatible avec son téléphone, et ils attendirent dans un silence tendu qu'il se rallume. Quand il le fit enfin, une cascade de notifications apparut. 10 appels manqués de Daniel, 5 messages vocaux, 15 SMS. Il a été occupé, observa Adrien, sa voix soigneusement neutre. La main d'Emma tremblait en ouvrant le premier SMS, horodaté peu après qu'il l'eut abandonné. Emma, je suis désolée que ça en soit arrivé là, mais tu dois comprendre la pression que ton état a exercée sur notre mariage. Vanessa me rend heureux d'une manière que tu ne peux plus. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Salaud, marmonna Adrien en lisant par-dessus son épaule. Il est déjà en train de construire son récit. Les messages suivants suivaient un thème similaire, justification, demi-excuse qui rejetait la faute sur Emma et son handicap. Puis, vers minuit, le ton changea. Emma, où es-tu? Je suis retournée à la clairière et tu étais partie. Ce n'est pas drôle. Puis, de plus en plus frénétique, qui t'a aidé? Quelqu'un a dû t'aider. Où es-tu? J'appelle la police si tu ne me réponds pas. S'il te plaît, Emma, quel que soit ton plan, nous pouvons en parler. Ne gâche pas nos deux vies. Le dernier message, envoyé il y a à peine 1 heure, j'ai signalé ta disparition. La police te cherche. Je leur ai dit que tu étais déprimée, que tu pourrais te faire du mal. Rentre à la maison, Emma, avant que ça n'empire. Emma se sentit physiquement malade en lisant les messages. Il essaie de faire croire que j'ai disparu volontairement, que je suis mentalement instable. Le visage d'Adrien s'était durci en un masque de fureur contenue. Il brouille les pistes, s'assurant que si tu réapparais et l'accuse. Il aura déjà semé le doute sur ta santé mentale. Il a signalé ma disparition, murmura Emma. La police me cherche. Qu'il cherche, dit fermement Adrien. Nous avons besoin de temps pour rassembler des preuves avant ta réapparition. Si tu retournes maintenant avec juste ta parole contre la sienne, il présentera ça comme une femme confuse et déprimée qui s'est égarée. Emma savait qu'il avait raison, mais l'idée d'être considérée comme une personne disparue, que des ressources policières soient utilisées pour la chercher, la mettait profondément mal à l'aise. Et les messages vocaux? Demanda Adrien. Emma lança le premier en haut-parleur. La voix de Daniel emplit la cabane, larmoyante et apparemment désespérée. Emma, bébé, s'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que nous avons eu des problèmes, mais disparaître n'est pas la solution. Je suis mort d'inquiétude. S'il te plaît, fais-moi juste savoir que tu es en sécurité. Performance digne d'un Oscar, commenta sèchement Adrien. Les messages vocaux restants suivaient le même schéma. Daniel jouant le rôle du mari inquiet, de plus en plus frénétique à propos de sa femme disparue, insérant subtilement des mentions de son état émotionnel fragile et de sa difficulté à accepter ses nouvelles limites. Il est doué, dit Emma, engourdie. Vraiment doué. Quiconque entendrait ça penserait qu'il s'inquiète sincèrement pour sa femme mentalement instable. Adrien s'assit à côté d'elle sur le canapé, son expression grave. Emma, je dois te poser une question importante. Quand tu y retourneras, et il le faudra bien, que veux-tu qu'il se passe? Emma considéra attentivement la question. Je veux ma liberté. Je veux reprendre le contrôle de mes finances. Je veux divorcer. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une intensité discrète.
et je veux qu'il subisse les conséquences de ce qu'il m'a fait. Adrien hocha la tête. Alors nous devons être stratégiques. Si tu retournes simplement et racontes ton histoire, ça devient parole contre parole. Il est déjà en train d'établir sa version des faits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous rassemblons des preuves, dit Adrien. Montez un dossier si solide que la police devra agir. Il hésita. Et nous aurons peut-être besoin d'aide. Quel genre d'aide? De l'aide professionnelle. Adrien attrapa son propre téléphone. Je connais quelqu'un, un ancien collègue de l'armée qui travaille comme détective privé maintenant. Il est spécialisé dans les affaires de violence conjugale. Il peut nous aider à tout documenter correctement, peut-être même à accéder aux dossiers financiers que tu ne peux pas atteindre. Emma sentit une lueur d'espoir. Tu ferais ça? Impliquer quelqu'un d'autre, pour moi? L'expression d'Adrien s'adoucit. Emma, je ferai bien plus que ça pour m'assurer que tu es en sécurité et que Daniel paie pour ses actes. Il marqua une pause. Mais d'abord, essayons d'accéder au compte auquel tu peux encore. Tu as mentionné un ancien compte email. Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent méthodiquement. Emma réussit à se connecter à son ancien compte email de l'université, ce qui lui permit de récupérer l'accès à un compte de stockage en ligne où elle avait autrefois sauvegardé des documents importants. La plupart étaient obsolètes, mais ils trouvèrent des copies de ces documents commerciaux originaux, quelques relevés financiers d'avant son accident, et des emails de clients qui prouvaient qu'elle avait été la véritable propriétaire et la force créatrice derrière son entreprise de design. C'est bien, dit Adrien en examinant les documents. Ça établit une base de référence, montre que tu étais compétente et prospère avant l'accident, que l'entreprise était incontestablement la tienne. Emma hocha la tête, puis grimaça alors qu'une douleur lui traversait le dos. Les analgésiques en vente libre s'estompaient, et son corps protestait contre le traumatisme de la nuit précédente et le manque de ses médicaments sur ordonnance. Adrien le remarqua immédiatement. « Tu has mal. De quoi as-tu besoin? » Mes médicaments habituels sont à la maison, dit Emma. J'ai une dose d'urgence dans mon sac. Mais après ça, Adrien prit une décision rapide. Prends ce que tu as maintenant. Mon ami Jacques, l'enquêteur dont j'ai parlé, il pourra récupérer des fournitures quand il viendra. Je vais l'appeler. Adrien sortit pour passer l'appel, laissant Emma seule pendant qu'elle prenait ses médicaments. À travers la fenêtre, elle pouvait le voir faire les 100 pas en parlant, sa main libre gesticulant occasionnellement, sa posture rigide. Quoi qu'il dise, il était intense à ce sujet. Quand il revint, son expression était résolue. Jacques sera là en début d'après-midi. Il apporte du matériel et des fournitures, y compris un véhicule accessible en fauteuil roulant pour qu'on puisse te déplacer si nécessaire. Il hésita. Il amène aussi un contact juridique, quelqu'un qui se spécialise à la fois dans les droits des personnes handicapées et les affaires de violence conjugale. Emma se sentit submergée par la vitesse à laquelle les choses évoluaient. Adrien, c'est beaucoup. Je ne peux pas me permettre de payer des enquêteurs privés et des avocats en ce moment, pas avec Daniel qui contrôle tous nos comptes. Le regard d'Adrien était ferme. Ne t'inquiète pas pour ça. Jacques me doit la vie, littéralement. Et il a des relations qui travaillent bénévolement pour des cas comme le tien. Il s'assit à nouveau à côté d'elle. Emma, ce que Daniel t'a fait, ce n'est pas juste à propos de toi. Les hommes comme ça n'arrêtent pas. Ils deviennent juste meilleurs pour se cacher. T'aider, ce n'est pas seulement à cause de notre passé. C'est s'assurer qu'ils ne puissent plus faire ça à personne d'autre. La conviction dans sa voix remua quelque chose en Emma, le sentiment que peut-être son cauchemar pourrait servir une cause plus grande, que sa souffrance pourrait empêcher celle de quelqu'un d'autre. D'accord, acquiesça-t-elle. Qu'est-ce qu'on fait en attendant que Jacques arrive? Nous devons tout documenter pendant que c'est frais, répondit Adrien. Commence par le début. Quand les choses ont-elles changé après ton accident? Quand Daniel a-t-il commencé à prendre le contrôle? Chaque détail dont tu peux te souvenir pourrait être important. Emma prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle décrivit comment Daniel avait semblé la soutenir immédiatement après l'accident, comment il s'était occupé de tout pendant qu'elle était à l'hôpital. Puis le changement subtil, les suggestions qui devinrent des ordres, l'aide qui devint contrôle, l'amour qui devint obligation. Il a d'abord changé le mot de passe de mon téléphone, se souvint-elle.
Il a dit que c'était pour m'aider parce que mes doigts n'étaient plus aussi habiles après l'hospitalisation. Puis mon email, pour la même raison. Puis mes applications bancaires. Adrien prenait des notes pendant qu'elle parlait, posant occasionnellement des questions de clarification. Son approche était méthodique, presque clinique, ce qui aida Emma à garder son sang-froid alors qu'elle détaillait le démantèlement systématique de son indépendance. Il m'a aussi isolée de mes amis, continua-t-elle. Il avait toujours une raison pour laquelle il ne pouvait pas venir ou pourquoi je ne pouvais pas sortir. Trop fatigué, trop de stress, pas assez accessible. Finalement, les gens ont arrêté d'appeler. « Et ta famille ?» demanda Adrien. L'expression d'Emma s'assombrit. « Mes parents sont morts il y a 3 ans, accident de voiture. J'ai un frère à Seattle, mais nous n'avons jamais été proches. Daniel m'a déconseillé de l'ennuyer avec mes problèmes. » Et quand Vanessa est-elle entrée en scène? Environ 6 mois après mon accident. Daniel l'a engagée comme assistante pour mon entreprise, mais elle est rapidement devenue plus son assistante à lui. Toujours à la maison, toujours à tourner autour de lui. La voix d'Emma se durcit. Je savais que quelque chose se passait entre eux. La façon dont ils se regardaient, les blagues entre eux. J'ai confronté Daniel une fois, et il m'a fait sentir folle de suggérer ça. Il a dit que mon handicap me rendait paranoïaque et peu sûr de moi. La mâchoire d'Adrien se crispa, mais il garda une voix neutre. Du gaslighting classique. Te faire douter de tes propres perceptions. K.A. Marsh, admet Emma. J'ai commencé à penser que j'étais peut-être paranoïaque, que j'étais peut-être juste jalouse parce qu'elle pouvait marcher, danser, être normale. Il n'y a rien d'anormal chez toi, Emma, dit fermement Adrien. Ton handicap ne te diminue pas. Il ne l'a jamais fait. La conviction dans sa voix fit monter des larmes inattendues aux yeux d'Emma. Après des mois de dénigrement, d'être traitée comme un fardeau, sa simple affirmation de sa valeur lui fit l'effet d'une pluie sur une terre desséchée. Ils continuèrent ce processus pendant des heures, Emma racontant des incidents, des conversations, des schémas de comportement. Adrien documenta tout, offrant occasionnellement des éclairages tirés de sa connaissance des dynamiques abusives. Au moment où ils entendirent un véhicule approcher de la cabane, ils avaient compilé une chronologie complète de l'escalade du contrôle et des abus de Daniel. « Ce doit être Jacques », dit Adrien en se levant. « Laisse-moi aller à sa rencontre. » Emma regarda par la fenêtre Adrien saluer 2 personnes. Un homme grand et mince aux cheveux courts qui se déplaçait avec la même économie précise qu'Adrien, et une femme d'une 40aine d'années avec un caressage et un air de compétence pragmatique. Adrien les fit entrer, faisant les présentations. « Emma, voici Jacques Mercé, l'ami dont je t'ai parlé. Et voici Rebecca Chen, une avocate spécialisée dans les affaires de violence conjugale. » Jacques Mercé avait l'air buriné de quelqu'un qui avait vu des choses difficiles mais n'avait pas perdu son humanité en chemin. Il s'approcha d'Emma avec un signe de tête respectueux, ne lui tendant la main que lorsqu'elle la lui tendit la première. « Mademoiselle Richardson, Adrien m'a mis au courant des grandes lignes. Je veux que vous sachiez que ce qui vous est arrivé est criminel, et je suis là pour aider à ce qu'il y ait des conséquences. » Rebecca Chen était plus formelle, mais tout aussi directe. « Mademoiselle Richardson, j'ai traité des dizaines de cas impliquant des abus financiers et des violences domestiques contre des partenaires handicapés. Ce que vous avez vécu suit un schéma que nous pouvons documenter et traiter légalement. » Emma fut frappée par la façon dont aucun d'eux ne remit en question son histoire ni n'exprima de doute. Il n'y avait aucune pitié dans leurs évaluations, juste une détermination professionnelle à réparer une injustice. « J'ai apporté des fournitures médicales, » dit Jacques en désignant un sac de sport. « Adrien a mentionné que vous aviez besoin de médicaments sur ordonnance. J'ai des contacts qui peuvent aider avec ça, mais j'ai besoin de savoir exactement ce qu'il vous faut. » Pendant qu'Emma fournissait les détails de ses médicaments, Rebecca installa un ordinateur portable sur la petite table à manger et commença à examiner les notes qu'Adrien avait compilées. « C'est un bon début, » dit-elle avec approbation. « Mais nous avons besoin de plus. Relevé bancaire, historique de SMS, échange de mails, tout ce qui montre le schéma de contrôle. » Elle regarda Emma directement. « Et nous devons régler le problème immédiat. Vous avez été signalé disparu et des ressources policières sont utilisées pour vous rechercher. » « Que suggérez-vous » demanda Emma, se sentant submergée par la complexité de la situation. « Nous avons 2 options.
expliqua Rebecca. 1. Vous contactez la police immédiatement, signalez ce qui s'est réellement passé et portez plainte contre votre mari pour tentative de meurtre. Ce qui serait ma préférence, marmonna Adrien. Rebecca lui lança un regard impassible avant de continuer. Ou 2. Nous continuons à rassembler des preuves pendant encore 24 heures tout en maintenant votre statut de disparu, puis nous approchons la police avec un dossier complet beaucoup plus difficile à rejeter pour Daniel. Rester disparu ne va-t-il pas me nuire ? Demanda Emma. Comme si j'étais vraiment instable ou si j'essayais de punir Daniel. Possiblement, reconnut Rebecca. Mais cela nous donne aussi le temps de sécuriser des preuves qui pourraient disparaître une fois que Daniel saura que vous engagez des poursuites judiciaires. Elle marqua une pause. Il y a aussi une troisième option. Nous contactons une inspectrice de confiance, lui expliquons la situation confidentiellement et obtenons ses conseils sur la façon de procéder. Jacques hocha la tête. Je sais à qui elle pense. L'inspectrice morale. Elle est spécialisée dans les affaires de violence conjugale et a une solide compréhension des questions de handicap. Emma considéra ses options, consciente que quelle que soit sa décision, elle façonnerait tout ce qui suivrait. Une partie d'elle voulait appeler la police immédiatement, mettre fin à la farce d'être considérée comme une personne disparue. Mais une autre partie, celle qui avait souffert des mois de gaslighting et de manipulation, craignait que sans preuve solide, Daniel ne continue à contrôler le récit. Je pense que nous devrions contacter l'inspectrice morale, décida-t-elle finalement. Obtenir des conseils professionnels avant de prendre notre prochaine décision. Rebecca hocha la tête avec approbation. Je vais passer l'appel. Pendant ce temps, Jacques peut nous aider à accéder à vos dossiers financiers et à toute preuve numérique qui pourrait étayer votre cas. Alors que Rebecca sortait pour passer son appel, Jacques installa un équipement à l'allure sophistiquée sur la table basse. « Vous avez un ancien compte que votre mari pourrait ne pas connaître ?» demanda-t-il à Emma. Emma hocha la tête. « Un compte en fiducie de mes parents. Je n'en ai jamais parlé à Daniel parce que nous n'avions pas besoin de l'argent. » Parfait, dit Jacques. Commençons par là. Si nous pouvons établir que ce compte vous appartient légalement et exclusivement, nous pourrons l'utiliser pour financer vos besoins immédiats sans alerter Daniel. Pendant que Jacques travaillait à accéder aux informations financières d'Emma, Adrien lui apporta un sandwich et plus d'eau, son attention à son confort étant sans faille. Il y avait quelque chose d'accent grave la fois étrange et réconfortant à voir ces trois personnes, une de son passé, deux parfaits inconnus, travailler avec tant de détermination pour elle. « Adrien, dit-elle doucement lorsqu'ils eurent un moment seuls, pourquoi font-ils ça ? Pourquoi m'aidez-vous tous si intensément ?» Adrien considéra sérieusement sa question. Pour Jacques, c'est en partie parce qu'il me doit quelque chose, mais surtout parce qu'il a construit sa carrière post-militaire autour de l'aide aux personnes victimes. Rebecca prend des cas comme le vôtre parce qu'elle croit en la justice. Il marqua une pause. Quant à moi, la porte s'ouvrit alors que Rebecca revenait, interrompant ce qu'Adrien allait dire. Son expression était déterminée. J'ai parlé à l'inspectrice morale. Elle veut vous rencontrer aujourd'hui, de préférence. Elle est prête à venir ici, officieusement, pour évaluer la situation avant de rendre quoi que ce soit officiel. Ici. Emma regarda autour d'elle dans la cabane. Cela ne va-t-il pas compromettre Adrien d'une manière ou d'une autre ? Je me fiche de ça, dit fermement Adrien. Ce qui compte, c'est votre sécurité et la constitution de votre dossier. Rebecca continua. L'inspectrice morale a suggéré que rester disparu un peu plus longtemps pourrait en fait jouer en notre faveur. Cela donne à Daniel plus de cordes pour se pendre, pour ainsi dire. Plus il invente des choses sur votre état mental et votre disparition, plus nous pourrons réfuter son récit de manière approfondie. Quand viendra-t-elle ? Demanda Emma. En fin d'après-midi, répondit Rebecca. Ce qui nous donne quelques heures pour rassembler autant de preuves que possible. Elle se tourna vers Jacques. Des nouvelles des comptes financiers. Jacques leva les yeux de son ordinateur avec un sourire sinistre. Oh, j'ai accès. Et ce que je vois, c'est un cas d'école d'abus financiers. Il tourna l'écran pour qu'Emma puisse voir. Votre mari ne s'est pas contenté de prendre le contrôle de vos comptes, Emma. Il les a systématiquement vidés et a transféré les actifs sur des comptes auxquels lui seul a accès. Emma fixa l'écran,
un sentiment glacial s'installant dans son estomac alors qu'elle voyait les preuves de la trahison de Daniel étalées en colonnes numériques nettes. Il préparait ça, murmura-t-elle. L'abandon, il s'y préparait financièrement. Oui, confirma Jack. D'après ses transferts, il prévoyait de se débarrasser de vous depuis au moins 3 mois. L'expression d'Adrien s'assombrit dangereusement. Plus j'en apprends sur votre mari, plus je... Adrien. Le coupa sèchement Rebecca. Nous montons un dossier juridique ici. Vos sentiments personnels, aussi justifiés soient-ils, ne sont d'aucune aide pour le moment. Adrien prit une profonde inspiration, se maîtrisant visiblement. Vous avez raison. Je m'excuse. Emma fut frappée par l'intensité de sa réaction, par la façon dont il semblait prendre personnellement la trahison de Daniel. Cela soulevait des questions sur ses sentiments qu'elle n'était pas prête à aborder, pas avec tant d'autres choses en cours. Et mon entreprise ? Demanda-t-elle à la place. Pouvons-nous prouver que Daniel me l'a essentiellement volée ? Jacques hocha la tête. Les documents de votre stockage en ligne aident à établir votre propriété, et je trouve des emails où Daniel s'est explicitement présenté comme vous à des clients. C'est de la fraude. Un sentiment croissant de validation emplit Emma à mesure que les preuves tangibles des crimes de Daniel s'accumulaient. Pendant des mois, elle avait douté d'elle-même, se demandant si elle devenait effectivement paranoïaque et instable comme Daniel le suggérait. Maintenant, d'autres confirmaient ce qu'elle avait senti mais ne pouvaient prouver, qu'elle avait été victime d'abus calculés et systématiques. Nous devrions également documenter votre état physique, suggéra Rebecca. Le fait que vous ayez été abandonné sans médicaments, sans votre fauteuil roulant, par un temps qui aurait pu conduire à l'hypothermie, c'est une tentative de meurtre, quelles que soient ses affirmations sur votre état mental. L'après-midi se poursuivit ainsi, collecte méthodique de preuves, préparation de la documentation et planification stratégique. Pendant tout ce temps, Adrien resta une présence constante aux côtés d'Emma, anticipant ses besoins, la soutenant lorsque des souvenirs douloureux refaisaient surface, sa force tranquille contrastant avec l'approche clinique de Jacques et Rebecca. En fin d'après-midi, ils avaient assemblé un dossier convaincant, relevé financier montrant le vol systématique de Daniel, preuve par email de sa représentation frauduleuse de lui-même en tant qu'Emma auprès de ses clients, SMS documentant sa manipulation psychologique, et dossiers médicaux confirmant la gravité de l'état d'Emma et sa dépendance à des médicaments réguliers. Alors que le soleil commençait à se coucher, un discret coup à la porte annonça l'inspectrice Lisa Morale. C'était une femme compacte aux yeux intelligents et à l'air de compétence contenue. Elle entra dans la cabane, observant la scène d'un regard rapide et évaluateur avant de se concentrer sur Emma. « Mademoiselle Richardson », dit-elle en s'approchant avec une attitude professionnelle mais compatissante, « je comprends que vous avez vécu une expérience traumatisante. » Emma hocha la tête, soudainement émue d'être interpellée par une représentante des forces de l'ordre qui ne doutait pas immédiatement de son histoire. « Merci d'être venue, inspectrice », réussit-elle à dire. « Et de garder cela officieux pour l'instant. » « Appelez-moi Lisa », répondit-elle en s'asseyant en face d'Emma. « Maître Chen m'a briefé sur les grandes lignes, mais j'aimerais entendre directement de vous ce qui s'est passé la nuit dernière. » Avec autant de sang-froid qu'elle put en rassembler, Emma raconta les événements, Daniel la conduisant dans la forêt, son abandon froid, le sauvetage d'Adrien. Lisa écouta sans l'interrompre, son visage ne révélant rien, bien que ses yeux se durcirent légèrement alors qu'Emma décrivait avoir été laissée sans son fauteuil roulant ni ses médicaments. « Et vous avez été témoin de cela, monsieur Foster ?» demanda Lisa en se tournant vers Adrien. « Oui, » confirma Adrien. « J'ai suivi leur véhicule parce que j'étais préoccupée par le bien-être d'Emma. J'ai observé Daniel Richardson abandonner délibérément sa femme handicapée dans un endroit isolé. La nuit, par temps frais, avec des provisions minimales. Il a fait des déclarations indiquant clairement qu'il espérait qu'elle ne survivrait pas. » Lisa hocha la tête, prenant des notes. « Et votre relation avec mademoiselle Richardson ? » « Nous sommes sortis ensemble à l'université, » répondit simplement Adrien. « Nous n'avions plus été en contact depuis des années, jusqu'à hier. » « Donc, vous suiviez par hasard sa voiture la nuit où son mari a décidé de l'abandonner dans les bois, près de votre cabane. » Le ton de Lisa était neutre, mais la question était pointue. « Cela semble improbable, je sais, » reconnut Adrien. « Mais j'avais des préoccupations légitimes basées sur ce que j'avais observé du comportement de Daniel.
Je peux fournir une déclaration détaillée expliquant mes actions et observations. Lisa se retourna vers Emma. Mademoiselle Richardson, votre mari a signalé votre disparition. Il donne des interviews aux médias, se présentant comme désespérément inquiet. Il prétend que vous luttez contre la dépression depuis votre accident, que vous avez fait des commentaires sur le fait d'être un fardeau et de vouloir en finir. Emma s'ha sentit mal. C'est une pure invention. Si quelqu'un était déprimé à cause de mon état, c'était Daniel. Je vous crois, dit simplement Lisa. Et les preuves que votre équipe a rassemblées sont convaincantes. Les dossiers financiers seuls suggèrent une préméditation. Elle se pencha en avant. Mais je dois être claire sur ce que vous voulez qu'il se passe ensuite. Voulez-vous engager des poursuites pénales contre votre mari pour tentative de meurtre? Fraude financière? Les deux? La question resta en suspens, lourde de conséquences. Emma y réfléchit attentivement, consciente que sa réponse déclencherait des événements irréversibles. Je veux justice, dit-elle finalement. Je veux qu'il soit inculpé pour tout ce qu'il a fait, le vol financier, la fraude et oui, la tentative de meurtre. Mais surtout, je veux être en sécurité et récupérer ma vie. Lisa hocha la tête. Alors voici ce que je propose. Vous restez disparu jusqu'à demain matin. Cela nous laisse le temps d'obtenir des mandats basés sur les preuves que vous avez fournies. Mon équipe exécutera ces mandats à votre domicile et au bureau de Daniel simultanément, sécurisant des preuves supplémentaires avant qu'il ne puisse les détruire. Elle marqua une pause. Ensuite, vous apparaissez. Pas à la maison, mais au poste de police, avec moi, prête à faire une déclaration officielle. Cela a du sens, acquiesça Emma, bien que l'idée de rester officiellement disparue une nuit de plus la mette mal à l'aise. Et ces médicaments? Demanda Adrien. Elle en a assez pour ce soir, mais elle a besoin de ses ordonnances habituelles. Je peux arranger ça, l'assura Lisa. Je demanderai à un agent de les récupérer à votre pharmacie et de les livrer ici ce soir, discrètement. Ils passèrent une autre heure à examiner les détails, Lisa posant des questions pointues sur le comportement de Daniel, sa relation avec Vanessa et les événements ayant précédé l'abandon. Au moment où elle partit, Emma se sentait à la fois épuisée et étrangement responsabilisée. Pour la première fois depuis son accident, des personnes en position d'autorité la prenaient au sérieux, croyaient son récit sans poser de questions. Alors que la porte se refermait derrière l'inspectrice morale, Rebecca adressa à Emma un petit sourire satisfait. « Vous vous en êtes bien sortie. Elle est maintenant pleinement investie. » « Est-ce que ce sera suffisant ?» demanda Emma. « Daniel sera-t-il vraiment puni ?»« Les crimes financiers sont clairs et nets, » dit Jacques en rangeant son matériel. « L'accusation de tentative de meurtre est plus difficile à prouver, mais avec le témoignage d'Adrien et les preuves de préméditation issues des dossiers financiers, il y a un dossier solide. » Rebecca hocha la tête en signe d'accord. « Et je déposerai des ordonnances d'urgence dès demain matin. Gel de tous les actifs restants, sécurisation de votre accès à la maison et au compte de l'entreprise, et une ordonnance restrictive contre Daniel. » L'efficacité professionnelle avec laquelle il discutait du démantèlement des combines de son mari était à la fois réconfortante et surréaliste. Il y a à peine 24 heures, Emma était piégée dans ce qu'elle reconnaissait maintenant comme un mariage abusif, son indépendance systématiquement supprimée. Maintenant, elle était au centre d'un effort coordonné pour récupérer sa vie et tenir son agresseur responsable. Alors que Jacques et Rebecca se préparaient à partir, promettant de revenir le matin pour accompagner Emma au poste de police, Adrien les raccompagna à leur voiture. À travers la fenêtre, Emma pouvait les voir engagés dans une conversation intense, Rebecca jetant occasionnellement un regard inquiet vers la cabane. Quand Adrien revint, son visage était soigneusement composé, mais Emma sentit une tension sous la surface. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle. Adrien hésita, puis soupira. « Rebecca s'inquiète de mon implication dans votre affaire. Elle pense que mon passé avec vous et ma réaction à ce que Daniel a fait pourraient compliquer les procédures judiciaires. » Votre réaction ? Vous voulez dire me sauver la vie ? Non, dit Adrien en s'asseyant en face d'elle. Elle veut dire le fait que je veux clairement faire bien plus que simplement voir Daniel arrêté. Ses mains se crispèrent brièvement. J'ai été dans des zones de guerre, Emma. J'ai vu des gens se faire des choses terribles les uns aux autres. Mais ce que Daniel vous a fait,
la cruauté calculée. Il secoua la tête. Rebecca craint que je ne prenne les choses en main si le système judiciaire ne rend pas justice. Emma l'étudia, voyant la colère contenue dans sa posture, l'intensité protectrice dans ses yeux. Le ferais-tu? Non, dit-il après un moment. Pas parce que Daniel ne le mérite pas, mais parce que cela vous ferait plus de mal que de bien. Il la regarda droit dans les yeux. Je ne vous ai pas retrouvé après toutes ces années juste pour vous laisser à nouveau seul en faisant quelque chose de stupide. La simple honnêteté de sa déclaration toucha quelque chose de profond en Emma. Cet homme, qui avait autrefois été l'amour de sa jeunesse, qui était ensuite devenu un étranger forgé par la guerre, était toujours capable, d'une manière ou d'une autre, de placer son bien-être au-dessus de ses propres instincts de justice ou de vengeance. « Pourquoi es-tu venu me chercher, Adrien ?» demanda-t-elle à nouveau, revenant à la question à laquelle il n'avait pas entièrement répondu plus tôt. La vraie raison. Adrien resta silencieux un long moment, le crépitement du feu étant le seul son dans la cabane. Quand il parla enfin, sa voix était basse et empreinte d'une honnêteté brute. Quand j'ai été blessé lors de ma dernière mission, c'était grave. Le genre de blessure qui vous fait affronter votre propre mortalité. J'ai passé des semaines dans un lit d'hôpital, sans savoir si je remarcherais, sans savoir quel genre de vie j'aurais si je survivais. Il fixa le feu. Pendant ce temps, j'ai beaucoup pensé aux regrets. Aux choses laissées en suspens, aux mots non dits. Il déplaça son regard pour rencontrer celui d'Emma. Et tu étais là, dans ses pensées. Pas seulement des souvenirs de notre temps ensemble, mais des regrets sur la façon dont nous nous sommes quittés, des questions sur ce qui aurait pu être si j'avais fait des choix différents. Nous avons tous les deux fait nos choix, dit doucement Emma. J'ai choisi la stabilité plutôt que l'incertitude. Tu as choisi le service plutôt que le confort. Oui, reconnut Adrien. Et ce n'était pas de mauvais choix. Mais frôler la mort a une façon de réorganiser vos priorités. Il se pencha en avant. Quand j'ai suffisamment récupéré pour quitter l'hôpital, j'ai fait une liste de choses que je devais faire avec ma deuxième chance dans la vie. Te retrouver était sur cette liste. Pas pour perturber ta vie ou raviver le passé, mais juste pour te voir, savoir que tu allais bien, m'excuser pour la façon abrupte dont j'ai coupé les ponts quand tu as mis fin à notre relation. Emma se souvint de leur dernière conversation, de son explication en larmes qu'elle ne pouvait pas s'engager dans une vie à attendre qu'il revienne de déploiements dangereux, de son acceptation stoïque qui s'était durcie en distance en quelques minutes. De la froideur avec laquelle il s'était éloigné. « Tu étais blessé, dit-elle. Nous l'étions tous les deux. » J'étais jeune et fière, corrigea Adrien. Trop fière pour admettre à quel point te perdre m'avait affecté. Il secoua la tête. Quoi qu'il en soit, je suis revenu à Boston. J'ai commencé à te chercher, j'ai découvert que tu étais marié. Je me suis dit que j'enverrais juste un email, que je ferais la paix avec le passé et que je passerais à autre chose. Mais ensuite tu as découvert mon accident. Oui. Et plus j'examinais ta situation, plus les choses semblaient anormales. Son expression assombrit. J'ai passé des années dans des environnements où reconnaître le danger peut signifier la différence entre la vie et la mort. Quelque chose à propos de ton isolement, de la représentation publique de ton mariage par Daniel par rapport à l'absence totale de ta propre voix, ça a déclenché des alarmes. Alors tu as décidé d'enquêter ? Demanda Emma, à la fois touchée et légèrement déstabilisée par la révélation. Pas officiellement, mais je suis passée devant chez toi plusieurs fois, espérant t'apercevoir, peut-être trouver un moyen de te contacter directement plutôt que par l'intermédiaire de Daniel. La voix d'Adrien se crispa. Hier, c'était la première fois que je te voyais. La façon dont il te manipulait, le détachement clinique, les signes subtils de coercition. Je ne pouvais pas simplement repartir. Emma absorba cette information, essayant de réconcilier le jeune homme qu'elle avait autrefois aimé avec ce protecteur vigilant qui avait senti le danger et agi quand d'autres ne l'avaient pas fait. Merci, dit-elle finalement. De ne pas être repartie. De faire confiance à tes instincts. Elle attrapa sa main, la serrant doucement. Et de ne pas m'avoir abandonnée, même après toutes ces années. Les doigts d'Adrien se refermèrent sur les siens, chauds et fermes. J'aurais dû te trouver plus tôt. Peut-être que si je l'avais fait. Ne dis pas ça, l'interrompit Emma. On ne peut pas changer le passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant.
Elle soutint son regard. Et en ce moment, aller de l'avant signifie se concentrer sur demain, sur le fait de faire payer Daniel et de récupérer ma vie. Adrien hocha la tête, bien qu'elle pût voir le regret persister dans ses yeux. Tu as raison. Un pas à la fois. Ils restèrent assis en silence amical pendant un moment, les mains toujours liées, le feu projetant une lumière chaude sur leurs visages. Malgré le chaos et l'incertitude de sa situation, Emma ressentit une étrange paix en cet instant, le sentiment que quoi qu'il arrive ensuite, elle n'y ferait plus face seule. « Je devrais préparer le dîner », dit finalement Adrien, lâchant à contre-cœur sa main. « Tu dois garder tes forces pour demain. » Alors qu'il s'affairait dans la petite cuisine, Emma le regarda, frappée par l'étrange coup du sort qui les avait ramenés dans la vie l'un de l'autre dans des circonstances aussi extrêmes. Le garçon qu'elle avait aimé était devenu un homme façonné par la guerre et la douleur, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, toujours capable d'une remarquable douceur. La fille qu'elle avait été était devenue une femme façonnée par le handicap et la trahison, et pourtant se découvrant capable de plus de force qu'elle ne l'avait réalisé. Demain apporterait de nouveaux défis, déclarations officielles, procédures judiciaires, attention médiatique peut-être. Le chemin vers la justice et la guérison ne serait ni rapide ni facile. Mais pour ce soir, dans cette cabane tranquille, avec la personne qui l'avait littéralement portée des ténèbres à la lumière, Emma s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Le lendemain matin se leva clair et froid, toile de fond appropriée pour ce qu'Emma savait être l'un des jours les plus difficiles de sa vie. Elle se réveilla tôt, son esprit déjà en ébullition à l'idée de ce qui l'attendait. La déclaration officielle à la police, la confrontation potentielle avec Daniel, la révélation publique de sa trahison. Adrien était déjà debout, comme elle s'y attendait. De sa place sur le lit. Emma pouvait l'entendre se déplacer silencieusement dans la cabane, ses pas délibérés et mesurés, le cliquetis occasionnel d'une tasse ou le bruissement de papier étant les seuls sons rompant le silence matinal. Quand elle appela son nom, il apparut presque immédiatement sur le pas de la porte, fraîchement douché et vêtu de vêtements plus formels que sa tenue de cabane habituelle. Un jean sombre et une chemise qui suggéraient qu'il se préparait pour leur trajet vers le poste de police. « Tu es réveillé, dit-il, sa voix douce. « Comment as-tu dormi ?»« Mieux que prévu, » admit Emma. C'était vrai. Malgré l'énormité de ce qui l'attendait, elle avait dormi profondément, peut-être le résultat d'un épuisement émotionnel ou du sentiment de sécurité que la présence d'Adrien procurait. L'inspectrice morale a appelé, l'informa Adrien, l'aidant à s'asseoir et arrangeant des oreillers derrière son dos. Les mandats ont été approuvés tôt ce matin. Son équipe se prépare à les exécuter chez toi et au bureau de Daniel à 9h. Emma jeta un coup d'œil à l'horloge, 7h30. Dans 90 minutes, le monde soigneusement construit de Daniel commencerait à s'effondrer. Cette pensée suscita un mélange complexe d'émotions, justification, anxiété et une ombre persistante de chagrin pour ce que son mariage était devenu. Jacques et Rebecca seront là à 8h30 pour nous emmener au poste de police, continua Adrien. J'ai fait du café et le petit déjeuner et... Il hésita. J'ai pensé que tu voudrais peut-être quelque chose de différent à porter pour ta déclaration. Il désigna une pile de vêtements soigneusement pliés sur la commode, un simple pull bleu et un pantalon noir qu'Emma reconnut comme les siens. Comment as-tu eu mes vêtements ? Demanda-t-elle, surprise. L'inspectrice morale les a apportés la nuit dernière avec tes médicaments. Elle a pensé que tu voudrais des vêtements familiers pour aujourd'hui. L'expression d'Adrien s'adoucit. Elle est douée dans son travail, Emma. Elle comprend que les détails comptent. La prévenance du geste, tant de la part de l'inspectrice morale que d'Adrien pour l'avoir arrangé, toucha profondément Emma. Après tant de mois où ses besoins avaient été ignorés ou minimisés par Daniel, ce simple acte de considération lui parut profond. « Merci, dit-elle doucement. Pour tout, Adrien. Je ne sais pas comment j'aurais traversé ça sans toi. » L'expression d'Adrien devint sérieuse. « Tu aurais trouvé un moyen, Emma. Tu es plus forte que tu ne le réalises. » Il marqua une pause. « Mais je suis content d'avoir pu être là. Maintenant, préparons-nous pour la journée. » Avec une efficacité rodée qui ne franchit jamais la ligne de la manipulation clinique impersonnelle, Adrien aida Emma à se rendre à la salle de bain, puis à la table de la cuisine où le petit déjeuner attendait, œufs brouillés, toast et fruits frais. « Mange, l'encouragea-t-il. Tu auras besoin de tes forces aujourd'hui. » Pendant qu'il mangeait,
Adrien exposa ce que l'inspectrice morale avait partagé sur le plan. La police va perquisitionner ta maison et le bureau de Daniel simultanément pour l'empêcher de détruire des preuves à l'un ou l'autre endroit. Tu feras ta déclaration officielle au poste avec Rebecca présente comme avocate. Une fois la déclaration enregistrée, l'inspectrice morale arrêtera personnellement Daniel pour de multiples accusations. Tentative de meurtre, fraude financière, violence conjugale, et peut-être plus, selon ce qu'ils trouveront lors des perquisitions. Emma hocha la tête, essayant de se préparer mentalement à chaque étape. Devrais-je le voir aujourd'hui? Je veux dire. Non, la sura Adrienne. L'inspectrice morale a été très claire à ce sujet. Tu seras tenu complètement à l'écart de lui. Ta sécurité est la priorité. Un soulagement submergea Emma, bien qu'elle sût qu'elle devrait finalement affronter Daniel au tribunal. L'idée de le voir aujourd'hui, alors que la blessure de sa trahison était encore si vive, l'avait angoissée. « Et Vanessa ?» demanda-t-elle, se souvenant de la femme qui avait souri avec mépris alors que Daniel la poussait dans la forêt. L'inspectrice morale a mentionné qu'elle serait également interrogée. Répondit Adrien. Selon son niveau d'implication et sa connaissance des plans de Daniel, elle pourrait être inculpée de complicité. Le bruit de véhicules approchant interrompit leur conversation. À travers la fenêtre, Emma put voir le SUV de Jacques et une autre voiture inconnue s'arrêter devant la cabane. « C'est notre transport », dit Adrien, aidant Emma à monter dans son fauteuil roulant. « Prête ?» Emma prit une profonde inspiration, redressant les épaules. « Prête ?» Rebecca et Jacques entrèrent, accompagnés d'une femme qu'Emma n'avait pas rencontrée auparavant, grande, les cheveux argentés coupés courts et un air d'autorité tranquille. « Emma, voici Sarah Dawson », la présenta Rebecca. C'est une représentante d'une association d'aide aux victimes auprès du bureau du procureur. Elle sera avec vous tout au long du processus judiciaire, s'assurant que vos droits sont protégés et que vos besoins sont pris en compte. Sarah s'approcha d'Emma avec un sourire chaleureux et professionnel. « Mademoiselle Richardson, je suis là pour vous soutenir aujourd'hui et dans les semaines à venir. Quoi que vous ayez besoin, explication des procédures judiciaires, aménagement pour votre handicap, soutien émotionnel, c'est pour ça que je suis là. » La minutie de l'équipe que Rebecca avait constituée était à la fois impressionnante et quelque peu écrasante. Emma était passée d'isolée et contrôlée à avoir 4 professionnels dévoués pour l'aider à obtenir justice. « Merci à tous », dit-elle, l'émotion rendant sa voix épaisse. « Je ne sais pas quoi dire, à part merci. » Gardez vos remerciements pour quand Daniel sera derrière les barreaux, dit Jacques avec une satisfaction sinistre. Nous devrions y aller, le trafic sera dense à cette heure-ci. Alors qu'il se préparait à partir, Adrien s'agenouilla à côté du fauteuil roulant d'Emma, son expression intensément sérieuse. « Je serai avec toi tout le temps, promit-il. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. » Il hésita. Les médias ont repris l'histoire de ta disparition. Daniel a donné des interviews, jouant le rôle du mari désespéré. Une fois que tu réapparaîtras et que la vérité éclatera, il y aura une attention considérable. Emma n'avait pas envisagé l'angle médiatique, mais bien sûr, Daniel aurait utilisé tous les outils disponibles pour contrôler le récit. L'idée de journaliste, de caméra et de l'examen public lui serra l'estomac d'anxiété. « Je ne sais pas si je peux gérer ça », admit-elle. « Être une sorte de spectacle public. » « Vous n'avez pas à le faire, » intervint doucement Sarah. « Le poste de police a des entrées privées que nous pouvons utiliser, et vous avez tout à fait le droit de refuser des interviews ou des déclarations publiques. Votre priorité doit être votre affaire et votre rétablissement, pas la gestion de la perception publique. » Adrien hocha la tête en signe d'accord. « Sarah a raison. Et pour ce que ça vaut, je pense que la vérité parle d'elle-même dans ce cas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de vous expliquer à qui que ce soit. » Fortifiée par leur soutien, Emma se laissa aider à monter dans le SUV spécialement équipé de Jacques, qui avait été modifié pour accueillir son fauteuil roulant. Adrien s'assit à côté d'elle sur la banquette arrière, une présence constante alors qu'ils roulaient vers Boston et la confrontation qui les attendait. Le trajet se déroula dans un flou d'anxiété et de préparation. Rebecca informa Emma de ce à quoi s'attendre lors de sa déclaration officielle, soulignant l'importance d'être détaillée, chronologique et factuelle. Sarah la rassura sur le processus,
expliquant comment le bureau du procureur traiterait l'affaire par la suite. Pendant tout ce temps, Adrien resta silencieux mais alerte, sa main recouvrant occasionnellement celle d'Emma lorsque son anxiété devenait visible. Alors qu'ils approchaient de la ville, le téléphone d'Emma vibra, un appel entrant. Le nom de Daniel clignota sur l'écran. La voiture devint silencieuse alors que tout le monde le remarquait. Emma fixa le téléphone, son cœur battant la chamade. « Vous n'êtes pas obligé de répondre, » dit Rebecca prudemment. « Mais si vous le faisiez, en haut-parleur, avec nous comme témoin. » Emma comprit immédiatement. Cela pourrait être une occasion de recueillir plus de preuves, peut-être même un aveu d'un Daniel de plus en plus désespéré. Les doigts tremblants, elle répondit à l'appel, appuyant immédiatement sur le bouton du haut-parleur. « Emma. » La voix de Daniel emplit la voiture, un étrange mélange de soulagement et de lassitude. « Emma, c'est toi. » « Oui, » répondit-elle, luttant pour garder une voix ferme. « C'est moi. »« Dieu merci. » Il expira de façon dramatique. « Où es-tu ? » J'ai été fou d'inquiétude. La police cherche partout. La performance était si convaincante que, pendant une fraction de seconde, Emma douta presque de sa propre mémoire des événements. Puis elle jeta un coup d'œil à Adrien, vit la fureur froide dans ses yeux alors qu'il écoutait les mensonges de Daniel, et sa résolution se renforça. « Je suis en sécurité, » dit-elle simplement. « En sécurité ? Emma, tu as disparu pendant 2 jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où es-tu allée ? » La voix de Daniel monta avec ce qui ressemblait à une véritable inquiétude. « Tu sais exactement ce qui s'est passé, Daniel, » répondit Emma, sa voix gagnant en force. « Tu m'as conduite dans la forêt et tu m'y as laissée pour morte. » Une pause. Puis le ton de Daniel changea, devenant plus doux, plus condescendant. « Emma, ma chérie, ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu es que em fius. Nous sommes allés faire un tour en voiture, oui, mais ensuite tu t'es énervée, tu as dit que tu avais besoin d'espace. Je suis partie pour te laisser le temps de te calmer, et quand je suis revenue, tu étais partie. » Rebecca hocha la tête encourageant Emma, lui signalant de le faire continuer à parler. « Ce n'est pas vrai, » dit fermement Emma. « Tu m'as dit que j'étais un fardeau. Tu m'as laissé sans mon fauteuil roulant, sachant que je ne pouvais absolument pas obtenir d'aide par moi-même. Tu voulais que je meure là-bas. »« Emma, écoute-toi, » dit Daniel, sa voix maintenant teintée d'exaspération. « C'est exactement ce que je dis à la police. Ton état émotionnel a été extrêmement fragile ces derniers temps. Tu as ces pensées paranoïaques, tu déformes la réalité. » Sa voix s'adoucit artificiellement. « Tu as besoin d'aide, ma chérie. D'une aide professionnelle. Rentre à la maison et nous te trouverons les meilleurs soins. » La manipulation calculée dans son ton rendit Emma physiquement malade. C'était la voix qu'il avait utilisée pendant des mois pour la faire douter d'elle-même, pour réécrire la réalité selon sa version des faits. « La seule aide dont j'ai besoin, c'est d'un bon avocat, » répondit Emma, puisant sa force dans la présence encourageante de ceux qui l'entouraient. « Ce que, heureusement, j'ai maintenant. » Une autre pause, plus longue cette fois. Quand Daniel reparla, sa voix avait complètement changé, plus froide, plus calculatrice. « Qui est avec toi, Emma ? À qui parles-tu ? » « À des gens qui me croient, » répondit-elle simplement. « Des gens qui n'essaient pas de me manipuler, de me voler ou de me laisser mourir dans les bois. »« Tu fais une grave erreur, » dit Daniel, toute prétention d'inquiétude ayant disparu. « Quoi que tu penses faire, quoi que tu penses savoir, tu ne gagneras pas ça. Tu es une femme handicapée avec des problèmes émotionnels documentés, et j'ai les meilleurs avocats de Boston. » La main d'Adrien se resserra autour de celle d'Emma, mais il resta silencieux, la laissant gérer la conversation. « Tu as raison sur une chose, Daniel, » dit Emma, se surprenant elle-même par la confiance assurée dans sa voix. « Je suis handicapée. Mais ça ne me rend pas impuissante. Et ça ne fait pas de moi une menteuse. » Elle marqua une pause. « La police exécute des mandats de perquisition chez nous et à ton bureau en ce moment même. Ils trouveront tout, les dossiers financiers, les emails frauduleux, les preuves de ta liaison avec Vanessa. »« C'est impossible, » claqua Daniel, mais elle put entendre le premier tremblement d'incertitude dans sa voix. « Il n'y a pas de mandat. J'aurais été prévenue. »« Vérifie tes messages, » suggéra Emma,
sachant par l'inspectrice morale que des agents seraient déjà aux deux endroits. Je dois y aller maintenant. Je suis en route pour faire ma déposition sur ce qui s'est réellement passé dans la forêt. Emma attends. La voix de Daniel avait perdu son assurance, remplacée par quelque chose de plus proche de la panique. Nous pouvons en parler. Quoi que tu penses que j'ai fait, nous pouvons arranger ça. Pas besoin de police ni d'avocat. Il y a tout besoin, répondit Emma. Au revoir, Daniel. Elle mit fin à l'appel, la main tremblant légèrement, mais sa résolution plus forte que jamais. Autour d'elle, la voiture fut silencieuse un instant. Puis Jacques laissa échapper un léger sifflement. Ça, dit-il avec admiration, c'était un cas d'école. Vous venez de lui faire admettre qu'il sait exactement ce qui s'est passé dans la forêt, contrairement à l'histoire qu'il raconte à la police et aux médias. Rebecca prenait déjà des notes. Le changement de ton quand il a réalisé que vous aviez une représentation légale était particulièrement révélateur. Et la menace implicite concernant ses avocats par rapport à votre crédibilité en tant que femme handicapée, ça ne passera pas bien au tribunal. Emma se laissa retomber sur son siège, émotionnellement épuisée, mais éprouvant aussi une étrange et féroce satisfaction. Pour la première fois depuis très longtemps, elle avait affronté directement la manipulation de Daniel et en était sortie avec sa vérité intacte. La main d'Adrien recouvrait toujours la sienne, son pouce effectuant de petits cercles réconfortants. « Tu as été magnifique, dit-il doucement, ses yeux remplis d'un mélange de fierté et de protection. Absolument magnifique. Le reste du trajet se déroula dans une discussion concentrée tandis que Rebecca et Sarah affinaient leur stratégie en fonction de l'appel téléphonique révélateur de Daniel. Au moment où ils arrivèrent au poste de police, utilisant une entrée privée comme promis, Emma se sentait prête pour ce qui l'attendait, non seulement la déclaration officielle, mais le début d'un processus qui mènerait finalement à la justice. L'inspectrice morale les accueillit dans une salle de conférence, son expression professionnellement neutre, mais ses yeux exprimant une satisfaction. Les mandats de perquisition sont en cours d'exécution pendant que nous parlons, les informa TL. Mon équipe chez vous a déjà trouvé des documents financiers cachés dans le bureau à domicile de votre mari, des relevés de comptes dont vous ne saviez rien, des transferts d'actifs de votre entreprise à son nom. Elle marqua une pause. Ils ont également trouvé des emails entre Daniel et Vanessa datant de plusieurs mois, discutant de leur relation, et plus important encore, de leurs plans pour votre avenir. Quel genre de plan ? Demanda Emma, un frisson la parcourant malgré la chaleur de la pièce. L'expression de Lisa se crispa. Disons simplement que la forêt n'était pas leur première idée. Il y avait d'autres scénarios qu'ils ont envisagés, moins spontanés. La posture d'Adrien se raidit à côté d'Emma, et elle put sentir la colère soigneusement contrôlée émanant de lui. « Vous voulez dire qu'il prévoyait de me tuer ?» clarifia Emma, ayant besoin d'entendre les mots directement. « Il semble qu'ils aient envisagé plusieurs options », confirma Lisa. Les emails sont quelque peu codés, mais suffisamment clairs pour les experts. Police d'assurance, accident, les ramifications juridiques potentielles de différents scénarios. Elle regarda Emma droit dans les yeux. Ce qui s'est passé dans la forêt n'était pas un acte impulsif, mademoiselle Richardson. C'était l'aboutissement de mois de planification. La révélation frappa Emma avec une force physique. Elle savait que Daniel avait changé, était devenu cruel et manipulateur, mais la nature calculée de sa trahison, la planification délibérée de sa mort, dépassait ce qu'elle avait imaginé. « J'ai besoin de sortir un moment », dit soudain Adrien, sa voix tendue d'émotion contenue. « Excusez-moi. » Alors qu'il quittait la pièce, Rebecca se rapprocha d'Emma, offrant silencieusement son soutien. « C'est une information difficile à traiter, reconnut-elle. Mais cela renforce considérablement notre dossier. » Emma hocha la tête, essayant de se concentrer sur les implications juridiques plutôt que sur la dévastation personnelle d'apprendre à quel point son mari l'avait trahi. L'inspectrice morale posa un dossier sur la table. « Je dois prendre votre déclaration officielle maintenant, Emma. Nous allons tout passer en revue chronologiquement. Votre relation avec Daniel, quand les choses ont commencé à changer, les irrégularités financières que vous avez remarquées, et ensuite ce qui s'est passé dans la forêt. Prenez votre temps, soyez aussi détaillés que possible. » Alors qu'Emma se préparait à commencer sa déclaration, Adrien revint dans la pièce, son sang-froid retrouvé, bien que ses yeux portent encore une ombre de fureur à peine contenue.
Il prit sa place à côté d'Emma, son silence, je suis là, lui fournissant l'encre dont elle avait besoin. Pendant l'heure suivante, Emma raconta méthodiquement son histoire, son mariage avec Daniel, l'accident qui l'avait laissé handicapé, comment le comportement de Daniel avait progressivement changé de soutien à contrôle, son isolement de ses amis et de sa famille, le gaslighting, et finalement l'abandon dans la forêt. Et si Adrien ne m'avait pas trouvé, conclut-elle, sa voix ferme malgré l'émotion derrière ses mots, je n'ai aucun doute que Daniel avait l'intention que je meure là-bas. L'inspectrice morale hocha la tête gravement alors qu'elle finissait de prendre des notes. Merci, Emma. Votre déclaration correspond aux preuves que nous avons déjà recueillies. Nous allons arrêter Daniel Richardson dans l'heure. Que se passe-t-il après ça ? Demanda Emma. Il sera traité, inculpé et mis en accusation, expliqua Sarah. Compte tenu de la gravité des accusations et des preuves de préméditation, le procureur demandera qu'il soit détenu sans caution. Rebecca ajouta. Pendant ce temps, nous déposerons des ordonnances de protection d'urgence, gelant vos avoirs communs pour empêcher Daniel de liquider quoi que ce soit et sécurisant votre maison et les intérêts de votre entreprise. Emma ressentit une vague d'épuisement, le poids de tout ce qu'elle avait traversé s'abattant finalement sur ses épaules. Adrien le remarqua immédiatement. « Je pense qu'Emma a besoin d'une pause, » dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Y a-t-il un endroit calme où elle peut se reposer un moment ? L'inspectrice morale hocha la tête. Il y a une salle des témoins confortable au bout du couloir. Je demanderai à quelqu'un de vous apporter de l'eau et quelque chose à manger. Alors qu'il s'installait dans la pièce plus calme, Adrien rapprocha sa chaise du fauteuil roulant d'Emma. « Tu t'en sors incroyablement bien, » dit-il doucement. « Mais ne te pousse pas trop. C'est un marathon, pas un sprint. » Emma se laissa aller en arrière, fermant brièvement les yeux. « Sais-tu ce qui est le plus étrange dans tout ça ? Une partie de moi n'arrive toujours pas à croire que Daniel ferait ça. Après 10 ans ensemble. » « Ce n'est pas étrange du tout, » répondit Adrien. « Le Daniel que tu as épousé et l'homme qui t'a laissé dans cette forêt, ce sont des personnes différentes dans ton esprit. Et à juste titre. » « Quand as-tu su ?» demanda soudain Emma, ouvrant les yeux pour regarder directement Adrien. « Quand as-tu réalisé qu'il avait changé ?» L'expression d'Adrien devint solennelle. « La dernière fois que je vous ai vus ensemble, il y a environ 1 an. La façon dont il parlait par-dessus toi, rejetait tes idées sur l'entreprise. » Il marqua une pause. « Mais je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin. J'aurais dû rester en contact, j'aurais dû prendre de tes nouvelles plus souvent. »« Tu es là maintenant, » dit simplement Emma. « C'est ce qui compte. » Leur moment fut interrompu par un coup à la porte. L'inspectrice morale entra, son expression professionnellement composée, mais avec une lueur indubitable de satisfaction dans les yeux. « Daniel Richardson est en garde à vue, » annonça-t-elle. « Et il y a autre chose que vous devriez savoir. Lorsque nos agents sont arrivés à son bureau, il était en train de transférer d'importantes sommes de vos comptes professionnels communs vers un compte offshore. Cela rend notre dossier de fraude financière encore plus solide. » Emma ressentit une vague complexe d'émotions, soulagement, justification et une profonde tristesse pour la mort de ce qu'elle avait autrefois cru être un mariage aimant. « Et Vanessa ?» demanda-t-elle. « Également en garde à vue. » Elle était avec Daniel à son bureau, et sa réaction à l'arrestation a été éclairante. Elle a immédiatement tenté de prendre ses distances, affirmant qu'elle n'avait aucune connaissance de ses plans. Mais les emails que nous avons trouvés contredisent cela. La main d'Adrien trouva celle d'Emma, offrant un soutien silencieux tandis que l'inspectrice morale continuait. « Je veux que vous soyez préparés. Cela va bientôt faire la une des journaux. Daniel a été assez visible dans sa recherche de vous, donnant des interviews larmoyantes. La révélation qu'il était en fait l'auteur des faits attirera une attention médiatique considérable. » Emma hocha la tête, se préparant à ce qui allait arriver. « Je comprends. Mon équipe prépare une déclaration qui communique les faits sans compromettre l'affaire, » l'assura l'inspectrice morale. « Vous n'aurez pas besoin de parler à la presse. » Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, Rebecca fit irruption dans la pièce, son attitude normalement composée animée d'urgence. « Nous avons un problème, » annonça-t-elle. « L'avocat de Daniel est Carter Blackwell. »« L'ancien procureur ?» demanda l'inspectrice morale, son expression s'assombrissant.
Lui-même, confirma Rebecca. Il fait déjà du bruit à propos de preuves insuffisantes et prétend que le handicap d'Emma affecte sa capacité mentale à fournir un témoignage fiable. Emma sentit un frisson la parcuri. Carter Blackwell était tristement célèbre dans les cercles juridiques de Boston. Impitoyable, bien connecté et connu pour faire acquitter des clients très en vue grâce à des tactiques agressives et souvent douteuses. Il essaie de préparer le terrain pour une contestation de compétences mentales, expliqua Rebecca à Emma, suggérant que votre traumatisme dû à l'accident a affecté votre perception de la réalité. La posture d'Adrien se raidit. C'est absurde. Le handicap d'Emma est physique, pas cognitif. C'est une tactique, pas la réalité, les assura Rebecca. Mais nous devons être prêts à nous battre durement. Blackwell essaiera de dépeindre Daniel comme le mari dévoué aux prises avec une femme mentalement instable, et Vanessa comme une amie innocente qui essayait d'aider. Emma se redressa dans son fauteuil roulant, une résolution se durcissant en elle. Qu'il essaie, dit-elle, sa voix ferme. Nous avons les preuves, nous avons la vérité. Et je refuse d'être dépeinte comme une victime impuissante et confuse. L'expression de Rebecca se mua en admiration. C'est exactement l'attitude dont nous avons besoin. En fait, elle hésita, considérant, que penseriez-vous de faire une brève déclaration contrôlée? Pas directement aux médias, mais une déclaration enregistrée que nous diffuserions selon nos propres termes? Vous voulez contrer leur récit avant qu'ils ne puissent l'établir, observa Adrien. Précisément, hocha la tête Rebecca. Une courte déclaration digne d'Emma, lucide, articulée, résolue rendrait beaucoup plus difficile pour Blackwell de vendre son histoire de femme confuse et instable. Emma considera la suggestion. L'idée de se mettre sous les feux de la rampe était intimidante, mais l'alternative laisser Daniel et son avocat contrôler le récit était pire. Je le ferai, décida-t-elle. Mais je veux que ce soit factuel et digne. Pas d'appels émotionnels ou d'accusations qui pourraient donner l'impression que je cherche la sympathie. L'inspectrice morale hocha la tête avec approbation. C'est la bonne approche. Nous pouvons mettre en place l'enregistrement ici. Environnement contrôlé, professionnel mais pas institutionnel en arrière-plan. Alors qu'il se préparait pour l'enregistrement, Adrien aida Emma à se rafraîchir, ses mouvements doux alors qu'il lui brossait les cheveux et l'aidait à ajuster ses vêtements. Tu n'es pas obligé de faire ça, lui rappela-t-il doucement. Je sais, répondit Emma. Mais je le veux. Pendant trop longtemps, Daniel a parlé pour moi, pris des décisions pour moi, dit au monde qui j'étais. Il est temps que je reprenne ma voix. Quand tout fut prêt, Emma s'assit devant la caméra. Sa posture droite, son expression composée. Rebecca se tenait derrière la caméra, faisant un compte à rebours silencieux avant de hocher la tête pour qu'Emma commence. Je m'appelle Emma Richardson, commença-t-elle, sa voix claire et assurée. Il y a 3 jours, mon mari, Daniel Richardson, m'a conduite dans un lieu forestier isolé et mis à abandonner sans mon fauteuil roulant ni aucun moyen de chercher de l'aide. Ce n'était pas le résultat d'une confusion ou d'un malentendu de ma part. C'était un acte délibéré, qui faisait suite à des mois d'exploitation financière et de violence psychologique. Elle marqua une pause, prenant une respiration mesurée avant de continuer. Je suis handicapée suite à un accident de voiture il y a 2 ans. Cela a limité ma mobilité physique, mais pas ma capacité mentale ni ma capacité à reconnaître la trahison. Je coopère pleinement avec les autorités, qui ont rassemblé des preuves substantielles étayant mon récit des événements. Le regard d'Emma resta direct, sa voix inébranlable. Je suis profondément reconnaissante envers ceux qui ont aidé à faire éclater la vérité, et j'ai foi en notre système judiciaire pour traiter cette affaire de manière appropriée. Je ne ferai pas d'autres déclarations publiques pour le moment et demande le respect de ma vie privée pendant que le processus judiciaire suit son cours. Merci. Alors que l'enregistrement se terminait, la pièce resta silencieuse un moment, la puissance du témoignage digne d'Emma flottant dans l'air. Parfait, dit finalement Rebecca. Absolument parfait. L'inspectrice morale hocha la tête en signe d'accord. Clair, concis et impossible à rejeter comme les paroles de quelqu'un de confus ou d'instable. Nous diffuserons cela par les canaux officiels ce soir. Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon de préparatifs juridiques.
Rebecca déposa des requêtes d'urgence pour protéger les actifs et les intérêts commerciaux d'Emma. L'inspectrice morale fournit des mises à jour sur l'enquête à mesure que son équipe découvrait plus de preuves au bureau de Daniel et à leur domicile. Le soir venu, l'épuisement s'était installé. Adrien ramena Emma à sa cabane. La forêt qui avait failli être sa tombe devenant ironiquement son sanctuaire contre la tempête médiatique qui avait éclaté suite à l'arrestation de Daniel. La déclaration a été diffusée, les informa Rebecca par téléphone. La réaction initiale du public est extrêmement favorable. Blackwell a tenté de contrer avec une conférence de presse, mais il est apparu désespéré et sur la défensive. Emma écouta la mise à jour avec un étrange sentiment de détachement. Les événements de la journée, l'arrestation de Daniel, la révélation de son complot élaboré, sa déclaration publique lui semblaient presque surréalistes. Alors qu'Adrien préparait un dîner simple, Emma se dirigea en fauteuil roulant vers la large fenêtre de la cabane, contemplant la forêt qui s'assombrissait. Les mêmes arbres qui avaient été témoins de son abandon veillaient maintenant sur sa guérison et sa détermination croissante. Il y avait quelque chose de poétiquement juste à cela, pensa-t-elle. « À quoi tu penses » demanda Adrien, posant une main douce sur son épaule. « Je pensais juste au cycle » répondit Emma. « Comment la forêt qui devait être ma fin est devenue mon commencement à la place. » Adrien s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, ses yeux rencontrant les siens. « Ce n'est que la première étape, Emma. La bataille juridique à venir ne sera pas facile. »« Je sais, » reconnut-elle. « Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de me battre pour quelque chose, pas seulement de survivre. Il y a une différence. » Alors qu'ils partageaient le repas tranquille, discutant de la stratégie pour les jours à venir, Emma réalisa qu'à travers le traumatisme et la trahison, elle avait trouvé quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, sa propre force, et des gens qui la valorisaient exactement telle qu'elle était. Le soleil se coucha sur la forêt, tirant le rideau sur ce chapitre de sa vie, alors qu'un nouveau commençait à prendre forme, un chapitre construit non pas sur la dépendance et la manipulation, mais sur la justice, la vérité et la possibilité de guérison. 6 mois plus tard, Emma était assise dans la salle d'audience, son fauteuil roulant positionné au bout du premier rang, Adrien, présence constante à ses côtés. Le chemin jusqu'à ce moment avait été ardu, déposition, audience, requête et contre-requête, l'avocat de Daniel utilisant toutes les tactiques pour retarder et faire dérailler la procédure. Mais maintenant, enfin, le jury revenait avec son verdict. Le mois écoulé avait transformé Emma de manière à la fois subtile et profonde. La femme effrayée et isolée abandonnée dans la forêt avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus résilient, de plus déterminé, et peut-être plus important encore, entourée d'un réseau de soutien qu'elle avait reconstruit pièce par pièce. Sa thérapeute, le docteur Patel, l'avait aidée à comprendre les schémas de l'abus de Daniel et ses propres réactions. Rebecca était devenue non seulement son avocate, mais aussi une amie et une défenseure. Et Adrien. Adrien avait été son constant soutien, ne la pressant jamais, la soutenant toujours, ses sentiments pour elle évidents mais respectueusement contenus alors qu'elle surmontait son traumatisme. La salle d'audience tomba dans le silence alors que le jury entrait. La main d'Emma chercha celle d'Adrien, puisant sa force dans sa confiance tranquille. « Le jury a-t-il atteint un verdict ?» demanda le juge Watkin. La présidente du jury, une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants, se leva. « Oui, votre honneur. » Emma retint son souffle alors que les chefs d'accusation étaient lus. Tentative de meurtre, fraude financière, violence conjugale, complot en vue de commettre un meurtre. Chef d'accusation après chef d'accusation, le mot « coupable » résonna dans la salle d'audience. Daniel, assis à la table de la défense, resta impassible, les épaules rigides de tension. À côté de lui, Carter Blackwell griffonnait furieusement des notes, planifiant déjà des appels. Lorsque le verdict final de culpabilité fut annoncé, un léger soupir s'échappa des lèvres d'Emma. Pas de triomphe, mais du soulagement. Soulagement que la vérité ait été entendue et reconnue, que la justice, aussi imparfaite soit-elle, ait été rendue. Le juge Watkin fixa la peine pour le mois suivant, puis s'adressa à la salle d'audience. « Je tiens à remercier le jury pour son service dans cette affaire difficile. » L'audience est levée. Alors que la salle commençait à se vider, Emma resta assise, assimilant le moment. Daniel fut emmené menotté, s'arrêtant brièvement pour jeter un coup d'œil dans sa direction.
Leurs yeux se croisèrent à travers la salle d'audience. Aucun mot échangé, aucun n'était nécessaire. Dans son regard, Emma ne vit pas de remords, mais un calcul froid, mesurant même maintenant ses chances d'appel éventuelles. À l'extérieur du palais de justice, Rebecca répondait aux questions de la presse tandis qu'Emma et Adrien se glissaient par une entrée latérale, évitant la frénésie médiatique. « Comment te sens-tu » demanda Adrien alors qu'il s'éloignait du palais de justice. « Honnêtement, je ne suis pas sûre, » répondit Emma. « Je pensais que je me sentirais victorieuse ou vengée, mais surtout, je me sens libre. Comme si je pouvais enfin arrêter de regarder par-dessus mon épaule et commencer à regarder vers l'avenir. » Adrien hocha la tête, comprenant. C'est tout à fait logique. Il ne s'agissait pas de gagner pour toi, il s'agissait de récupérer ta vie. Exactement, confirma Emma. Et en parlant de récupérer ma vie, j'ai quelque chose à te montrer. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, un petit immeuble commercial dans un quartier calme de Boston, Emma demanda à Adrien de l'aider à sortir de la voiture, déclinant son fauteuil roulant. « Je veux faire ça seule, » expliqua-t-elle, n'acceptant que son bras pour l'équilibre alors qu'elle parcourait prudemment la courte distance jusqu'à l'entrée du bâtiment en utilisant sa canne. La kinésithérapie à laquelle elle s'était astreinte ces derniers mois avait produit des améliorations modestes mais significatives de sa mobilité. Bien qu'elle dépende toujours de son fauteuil roulant pour les longues distances, elle avait progressivement retrouvé la capacité de marcher sur de courtes distances avec un soutien. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda Adrien alors qu'Emma déverrouillait la porte. « L'avenir, » répondit-elle avec un sourire, le conduisant à l'intérieur. L'intérieur était en travaux, murs fraîchement peints, meubles encore recouverts de plastique de protection, ordinateur attendant d'être installé. Mais l'enseigne au-dessus du bureau d'accueil était terminée et fièrement affichée. Phoenix Accessibility Consulting. « Ma nouvelle entreprise », expliqua Emma, son visage illuminé de détermination. « Nous fournissons des services de conseil aux entreprises qui essaient d'améliorer l'accessibilité. Pas seulement les aménagements physiques, mais les pratiques d'embauche inclusive, les technologies adaptatives, tout le spectre. » Adrien regarda autour de lui, la compréhension naissant dans ses yeux. « Tu transformes ton expérience en un moyen d'aider les autres. » « C'est le plan, » confirma Emma. « J'ai déjà embauché 2 consultants, l'un malvoyant, l'autre malentendant. Nous commençons à prendre des clients le mois prochain. » La fierté emplit l'expression d'Adrien. « Emma, c'est incroyable. Vraiment. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, » reconnut-elle. « Ton soutien, ta confiance en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. »« C'est toi qui as fait le plus dur, » rétorqua Adrien. « J'ai juste eu le privilège d'en être témoin. » Ils visitèrent le petit bureau, Emma expliquant sa vision avec une animation croissante. L'entreprise représentait plus qu'une simple renaissance professionnelle. C'était sa déclaration d'indépendance, son refus d'être définie par ce qui lui avait été fait. « Il y a autre chose dont je voulais discuter avec toi, » dit Emma alors qu'il terminait la visite, son ton devenant plus sérieux. « La cabane. » La cabane d'Adrien dans la forêt était devenue son sanctuaire pendant le procès, un lieu éloigné de l'attention médiatique et des souvenirs douloureux de la maison qu'elle avait partagée avec Daniel. Mais maintenant, avec le procès conclu, des décisions devaient être prises. « J'ai pensé à chercher mon propre appartement, » continua Emma, observant attentivement le visage d'Adrien. « Quelque part en ville, plus près du nouveau bureau. » Une lueur de déception traversa les traits d'Adrien avant qu'il ne se reprenne. « Bien sûr. C'est logique, avec ta nouvelle entreprise. Mais, » ajouta Emma, sa voix s'adoucissant, « j'ai aussi pensé à nous. À ce que nous sommes devenus l'un pour l'autre ces derniers mois. » Adrien rencontra son regard, se permettant pour la première fois de montrer ouvertement la profondeur de ses sentiments. « Emma, je ne présumerai jamais. »« Je sais, » l'interrompit-elle doucement. « Tu as été incroyablement respectueux de mon espace et de mon processus de guérison. Mais je suis prête maintenant, Adrien. Prête à explorer ce que nous pourrions être ensemble. Au-delà des crises et des salles d'audience. » L'espoir qui fleurit dans les yeux d'Adrien correspondait à la légèreté qu'Emma ressentait dans son propre cœur. La joie timide de nouveaux commencements, bâtie sur une fondation de respect mutuel et d'affection sincère. « Je pensais, continua-t-elle, que nous pourrions peut-être trouver un endroit ensemble.
Quelque part qui ne soit pas assombri par nos passés respectifs. Pas la forêt, pas mon ancienne maison. Quelque part de nouveau. Le sourire d'Adrien était radieux. Ça me plairait beaucoup. Leur moment fut interrompu par le téléphone d'Emma qui sonnait. Rebecca, avec des nouvelles de l'affaire civile contre Vanessa, qui avait reçu une peine plus clémente en échange de son témoignage contre Daniel, mais qui faisait toujours face à d'importantes pénalités financières. Pendant qu'Emma gérait l'appel, Adrien se déplaça vers la grande fenêtre donnant sur la rue, lui laissant son intimité. La regardant, confiante, engagée, dirigeant son avocate avec une claire détermination, il s'émerveilla de la transformation qu'elle avait subie. Quand elle termina l'appel, Adrien lui offrit sa main. Prête à aller fêter le verdict et ta nouvelle entreprise. Emma accepta sa main, l'utilisant pour l'équilibre alors qu'elle se levait prudemment de son siège. En fait, je pense que j'aimerais rester ici un peu plus longtemps. Juste m'asseoir dans cet espace et absorber la réalité de tout ça. Comprenant parfaitement, Adrien rapprocha 2 chaises près de la fenêtre. Ils s'assirent côte à côte en silence amical, regardant la lumière de l'après-midi changer à travers la pièce qui représentait l'avenir d'Emma. « Tu sais, dit Emma après un moment, quand Daniel m'a laissé dans cette forêt, il pensait qu'il mettait fin à mon histoire. Mais en réalité, il me libérait simplement pour en écrire une nouvelle. » La main d'Adrien trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « Et à quoi ressemble cette nouvelle histoire, Emma ?» Son regard balaya sa nouvelle entreprise, puis revint rencontrer les yeux d'Adrien. « Elle ressemble à un but, dit-elle. Elle ressemble à la justice. Pas seulement pour moi, mais j'espère pour d'autres, grâce à ce travail. » Et elle ajouta doucement, serrant sa main, « Et elle ressemble à l'amour. Le vrai. Celui qui est construit sur la vérité et le respect. » Alors que le soleil commençait à se coucher dehors, projetant une lueur dorée à travers la pièce, ils restèrent ensemble dans ce moment de possibilité. 2 personnes qui s'étaient trouvées à travers les ténèbres mais qui entraient maintenant ensemble dans la lumière d'un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer 6 mois auparavant. Au loin, le palais de justice se dressait comme un rappel de la justice rendue. Au-delà, la forêt où le voyage de reconquête d'Emma avait commencé. Et ici, dans cette pièce ensoleillée, la promesse de demain s'étendait devant eux, pas parfaite, pas sans défi, mais authentiquement la leur, à façonner ensemble.